Bienvenue. Monte dans le train est un podcast où j'explore différentes disciplines sportives à travers le parcours de celles et ceux qui les vivent au quotidien. Des sports que je connais mal, des parcours moins médiatisés, des professionnels qui se battent chaque jour pour faire ce qu'ils aiment. Je reçois aujourd'hui Louis Capon, coach et professionnel de golf. Exactement, c'est ça. On va parler du parcours de Louis, son rapport avec le sport, le golf de manière générale et voir un petit peu, qu'il nous transmette sa passion et voir un petit peu la place du golf en France et dans le monde aujourd'hui. Donc on va commencer par une question assez simple, on va pas parler du golf tout de suite. Qui est Louis Capon aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Louis Capon, il est entraîneur au golf de Cholet. Après du coup des années 7 ans sur le circuit pro. Donc voilà, changer un petit peu de vie et de rythme de vie en passant de joueur pro à entraîneur. D'accord. Quand quelqu'un apprend ce que tu fais dans la vie et que tu lui dis je suis golfeur professionnel, qu'est-ce que tu aimerais qu'il comprenne dans ton parcours humainement ? Alors, il y a déjà une petite anecdote là-dessus, c'est effectivement quand je disais que j'étais golfeur professionnel et que je faisais mes tournois, souvent on me disait ah super, c'est top, et qu'est-ce que tu fais comme métier à côté ? Et là J'étais en mode déjà les gens se rendaient pas forcément compte que c'était un métier à part entière qui prenait beaucoup de temps. D'accord. Et non, et sinon humainement, pour répondre à ta question, non, c'est comprendre que voilà, c'est quelque chose qui demande pas mal de sacrifices. C'est du sport de haut niveau, donc il faut quand même réussir à toujours se remettre en question, à évoluer et se dépasser aussi. Donc garder la motivation, voilà, c'est quelque chose d'important dans ce milieu-là. D'accord. Et à la fin de cet épisode, là aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi ? Que je suis quelqu'un de bienveillant. Non, que... c'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu commences par des questions difficiles. Qu'est-ce que j'aurais qu'ils retiennent de moi ? Oui, effectivement que déjà le golf est un sport, qu'il y a pas mal de préjugés qu'on a sur le golf qui ne sont pas forcément vrais. Donc je pense qu'on aura le temps d'aborder 2-3 sujets là-dessus. Du coup, expliquer un petit peu des choses que les gens n'ont pas forcément en tête, et sur moi, qui peuvent venir quand ils veulent me voir au golf de Cholet, s'ils ont envie de prendre quelques cours aussi et de découvrir le golf. Tu as tout à fait raison de mettre ça en avant également. Alors pour rester un petit peu sur toi pour l'instant, est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi et dans quel environnement familial ? De mon côté, alors je suis né en Alsace, donc j'ai grandi de l'autre côté de la France, vu que là on est à Nantes en ce moment. J'ai déménagé en région parisienne, et c'est d'ailleurs là où mes parents, c'est le côté verdure qui leur manquait un petit peu, qui a fait que des collègues à eux leur ont proposé d'essayer le golf, mais je suis pas issu du tout d'un milieu golfique, mes parents connaissaient personne non plus. Donc on a découvert ça un petit peu par hasard avec mon frère. Et suite à ça, donc on avait 10-11 ans, moi j'avais 11 ans du coup pour mes débuts dans le golf, où on essayait avec une petite bassine dans le jardin, essayer de viser avec la balle et un club. On a trouvé ça drôle, donc c'est comme ça qu'on a évolué, que j'ai évolué dans ce milieu-là. Et ensuite, vers mes 13-14 ans, c'est là où je suis arrivé en région nantaise, et on a commencé à aller un petit peu plus régulièrement au golf, et moi aussi du coup à prendre pour ce sport-là, même si j'en faisais quand même pas mal à côté, d'autres sports aussi. D'accord, on va rebondir là-dessus sur les sports que tu as fait. Quel est ton premier souvenir lié au sport ou au fait de bouger, d'avoir une activité physique, pas forcément en club ? Un des premiers sports que j'ai fait vraiment à un niveau, on va dire, un peu compète, c'est quand j'étais petit, je faisais de la gym. Donc j'ai fait du foot, de l'escalade, un peu de tennis de table. J'ai fait de la gym et j'ai fait quelques années de gym. Je pense que ça m'a pas mal aidé aussi pour les sports à côté aussi, derrière. Et donc ouais, c'était assez exigeant. Je me souviens de séances où même niveau physique, les assouplissements et les petits exos qu'on faisait, c'était pas mal. Donc j'ai plutôt ça en tête. Là. Tu as fait combien de temps de gym ? J'ai fait 4 ans. 4 ans, ouais. Tu étais plutôt sur les agrès ou c'était multisport, vous touchiez un petit peu à tout ? Alors il y avait plusieurs agrès, il y avait sol, les anneaux, enfin tout ce qui est agrès lié plutôt côté homme. J'ai plus tout en tête, du saut de cheval, le sol, les anneaux.
Barre parallèle, mais c'était un petit peu tous Ce qu'on les peut âges. voir au collège quand on fait l'initiation gymnastique, mais Ouais, c'est possible. en plus poussé. Tu as fait de la compétition ou possible. pas en gymnastique? Oui, aussi. Ouais. D'accord, ouais, donc tu as toujours été quand même. Ouais, tous les sports, c'était toujours en compétition. Ça, c'est le D'accord. côté, pour le coup. Ça, c'est J'ai de toujours cette famille? regardé. Ouais, mon petit frère est pareil, et puis oui, si mes parents aussi. Oui. Parce que mon père, il serre le poing aussi à chaque fois dès qu'il peut gagner quelque chose, c'est pareil. Bon, pour la petite anecdote, j'ai déjà coaché les parents de Louis, donc je vois très bien comment est son père dans l'activité physique et à quel point il se donne et surtout à quel point il est content quand il finit une séance au bout de ses forces. Ok. Donc là-dessus, je peux témoigner effectivement ces deux familles. Et sur du coup le plan physique et sportif, à quoi ressemblait ton enfance? Est-ce que tu étais tout le temps premier en sport? Est-ce que tu avais des avantages au niveau physique? Est-ce que c'était plutôt la vitesse, plutôt l'endurance? Eh bien, moi, c'était plutôt vitesse, explosivité, endurance. Des avantages, je ne sais pas trop. J'ai jamais fait de vrai bilan quand j'étais plus jeune, mais non, mais c'est vrai que j'étais pas mauvais en sport, même à l'école. C'était quelque chose que j'aimais bien, hein, tous les sports qu'on pouvait toucher quand on était en primaire, au collège, des choses comme ça. Si je me rappelle que quand j'étais en primaire, on faisait des courses pour aller d'un bout de la cour à l'autre, et j'étais en CM1, et du coup, les gens pensaient que j'étais en CM2, vu que j'arrivais à courir assez rapidement. Et Ok. voilà, c'est tout ce que je me souviens. Celle-là, elle est priceless, nickel. Ouais, c'est des petits trucs qui me reviennent comme ça. Mais... Non, mais c'est chouette. Alors du coup, pour toi, le sport, c'était plutôt synonyme de plaisir. C'était pas même la compétition. Pour toi, c'était un plaisir. Tu voyais pas ça comme une contrainte. T'as pas de souvenir traumatique d'un coach qui exagérément était très attendait beaucoup de toi. Tout venait de toi en fait. Non, ouais, pas du tout. Ouais, non, j'ai toujours le sport en général, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. L'aspect compète aussi, j'avoue que j'ai jamais fait en loisir. J'aime bien la notion de sentir qu'on progresse, qu'on avance et pas forcément d'essayer de battre les autres, mais d'essayer déjà juste de soi, voir qu'on progresse et puis après ça nous amène où ça nous amène. Mais Ouais, donc se surpasser quoi. ouais, un c'est peu, ça. Ouais, c'est ça. c'est un peu toi. Exactement. Ok. Et est-ce que à l'époque, tu te projetais déjà dans une vie de sportif adulte? Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais jeune? Alors jeune, à quel âge? Parce que ça dépend. Ouais, dis-nous tout. Non, quand j'étais au collège, parce que j'ai commencé le golf du coup à 11-12 ans, donc à ce moment-là, je me posais pas forcément la question. C'est à partir du lycée où ça m'est venu les réflexions parce que là du coup ça commençait à plutôt bien avancer dans le golf et je me posais la question après mes 18 ans de prendre quelques années pour m'y mettre à 100% et voir où ça pouvait m'emmener. Donc c'est vraiment à partir du lycée où j'ai commencé à penser au fait que je pouvais tester, que j'avais envie de tester en tout cas ma chance dans le milieu du sport. D'accord. Mais avant, j'ai pas de souvenir de forcément avoir depuis le début m'être dit je veux être sportif professionnel. Je sais que j'ai toujours été attiré par le sport, mais je me posais pas forcément la question. D'accord. Alors, on va aller un peu plus loin dans le sport avant le golf. Donc, tu nous as dit un petit peu ton parcours de familial, mais est-ce que tu peux nous dire dans ta famille s'il y avait un sport que tes parents pratiquaient, qui était dominant, qui regardaient à la télé Mes parents, ils faisaient pas mal de tennis, jusqu'à ce que ma mère elle a fait une déchirure au talon d'Achille, donc ça leur a mis un petit stop. Mais ils ont quand même fait aussi pas mal de sport en général. Quand j'étais petit, mon père il avait un petit banc de musculation qu'il avait dans la maison. Et pareil, j'aimais bien, donc je crois que quand j'avais pareil 10-11 ans, alors un cadeau d'anniversaire, des petits poids de 500 grammes. Bon, je pense qu'il l'avait bien joué parce qu'il s'en servait. Hein, donc. il faut démarrer quelque part, de toute façon. Mais je me souviens qu'on aimait bien s'amuser avec des petits poids sur la machine déjà. D'accord. Musculation. Donc ouais, si mon père, je me souviens quand j'étais plus jeune, il avait des bouquins avec des exercices. Alors c'est pas de l'haltérophilie, hein, mais il y avait quand même cette notion assez sportive. Ouais, il y avait cette volonté d'aller chercher de l'information et d'aller un peu plus loin que le pratiquant loisir lambda, quoi. Ouais, je me souviens plus si c'est lui qui nous en parlait ou nous avec mon petit frère qui étions attirés par ça, mais ouais, j'ai ces souvenirs-là en tout cas. Et du coup, pour revenir sur les sports que tu as pratiqués avant, donc tu nous as dit compétition en gym, tu nous as dit que tu as fait de la compétition dans d'autres sports. Quel niveau tu as atteint dans ces autres sports? Oula, je saurais même plus te dire à quoi ça correspond. Pareil, gym, je crois que c'était des compétitions régionales, mais je sais même plus les différences des échelons. Tu sais pas comment ça. Non, c'était avant mes 11-12 ans. Ok, parce qu'à partir de 11-12 ans, tu es devenu golf exclusif. Oui, à partir de
J'avais encore un peu la gym en parallèle sur ma première année, je crois vers 11-12 ans, Ok. jusqu'à 12 ans. Et effectivement, après c'était quasiment que du golf. Ça commence à prendre pas mal de temps. Il y a les compétitions le week-end, il y a Ouais. l'entraînement la semaine. D'ailleurs, Ça allait assez justement, vite. quelle fréquence, quand tu as entre 11-12 ans et 17-18 ans, parce que j'imagine qu'après c'est là où tu es devenu professionnel, quelle fréquence d'entraînement? Tu dis les compétitions le week-end, est-ce que c'était tous les week-ends? Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Ça dépend déjà de ta motivation et de ton envie, parce qu'effectivement, à 11-12 ans, tu peux n'y aller qu'une fois par mois si tu as envie. Mais en tout cas, oui, en D'accord. termes de démarche, compétition, motivation, moi dans mon cas, 11-12 ans, on y allait au moins 2 fois par semaine. Et puis les compétitions, au début, c'était le dimanche. Il y avait des compétitions le dimanche quasiment toutes les semaines quand on était plus jeune. Et ensuite, plus tu avances en niveau, plus tu avances en âge, plus tu as des compétitions. Tu peux presque être occupé quasiment tout le temps, en tout cas de mars à octobre, sur la saison où il fait plutôt beau. Parce qu'ensuite, il y a l'arrêt des compétitions entre octobre et mars. Il y a plus grand chose vu qu'on est assez dépendant du temps aussi. D'accord. Mais sinon, oui, ça peut être quasiment tous les week-ends. Ça dépend juste de ce qu'on a envie, du budget un petit peu aussi. Quand on commence à avoir des déplacements à droite à gauche, c'est pareil. On y réfléchit, on fait pas forcément tout. D'accord. Et au niveau de ces sports que tu as pratiqués, après on viendra un petit peu plus, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet du golf, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, parce que tu disais tout à l'heure la gymnastique, ça t'avait apporté des éléments qui t'ont servi dans ton sport ensuite. Qu'est-ce que les autres disciplines que tu as pratiquées ont pu avoir de positif dans ta pratique de golf après? Je pense que c'est plutôt l'état et ma manière de voir les choses dans le sport, les valeurs du sport et la notion de vouloir un peu se dépasser plus que la discipline en tant que telle. Sauf si, pour le coup, la gym, je pense, m'a apporté aussi des compétences qu'on doit plutôt développer entre 8, 9, 10, 11, 12 ans, assez jeunes, l'explosivité, des choses comme ça qui permettent de mieux progresser dans d'autres sports derrière. Après, c'est plutôt la vision générale du sport et puis le fait de ces valeurs-là qui font que derrière, ça m'a aidé dans le golf aussi. Ok. Et du coup, à quel moment tu as eu ce déclic de te dire je me lance golfeur professionnel? Fin de lycée, je commençais à me poser la question, donc après le bac, de prendre quelques années pour tenter l'aventure golfeur pro. Au final, j'ai quand même fait 3 ans d'études avant. D'accord. Niveau scolaire, ça se passait pas trop mal, j'avais pas trop de Dans soucis. quel domaine? Donc, rien à voir. Dans la qualité logistique industrielle et organisation, ça s'appelait ça. Ok. J'ai fait une licence sur 3 ans. Mais c'était une discussion avec mon professeur principal de maths au lycée où je voulais faire STAPS au début, donc qui est plutôt lié Ouais. au sport. Et il m'a dit ouais, mais tu n'auras pas forcément plus de temps pour t'entraîner. Et en termes de débouchés, c'est pas forcément évident. Si tu cherches des études qui peuvent juste aider à trouver un job derrière où ça recrute pas mal, ça c'est sympa comme formation, donc j'étais allé là-dedans. Mais au final c'était intéressant aussi. Parce que le côté logistique, organisation, planning, c'est quelque chose qui est en dehors du golf en tant que tel assez important dans une carrière de golfeur pro quand toi tu dois gérer tes plannings d'entraînement, gérer tes déplacements, tes choses à droite à gauche. Et donc 3 ans d'études, et c'est à la fin de ces 3 ans d'études, donc à 21 ans, c'était en 2016, fin 2015 où j'ai passé des qualifications pour pouvoir accéder au circuit professionnel et que j'ai obtenu directement. Donc c'est droit d'accès pour jouer sur les tournois pro. Donc dès début 2016, je me suis lancé. J'ai dit bon, c'est parti. Ok. Et maintenant, on va aller dans la découverte du golf. Quel est ton premier souvenir avec ce sport? Tu te parlais tout à l'heure de ta découverte du golf avec ton frère. Est-ce que tu es capable de nous ramener au moment, le premier contact que tu as eu avec le golf? C'est une question que je me suis jamais posée. À chaque fois quand je parle du golf, dans mes tout débuts, je parle du petit jardin de la maison et puis une bassine, un bac à linge où on s'amusait à essayer d'envoyer une balle dedans. Donc c'est peut-être ça le premier souvenir que j'ai avec, dont je me rappelle. Et c'était déjà avec un club, un vrai club ou Oui, c'était... oui. Ok. Des clubs enfants, il y a des petits clubs. Oui, mais Alors donc, je sais il plus est si bien- c'était une vraie balle ou une balle en mousse, mais... Il y a bien quelque chose qui a dû la ramener dans la maison, ce club, tu as dû le demander, donc c'est qu'il y avait... Mes parents qui ont essayé en tout premier. Voilà. Ok. Ça se trouve, je me souviens même plus, peut-être c'était des clubs de mes parents qui étaient trop grands pour moi. D'accord. mais en tout cas, j'ai ce souvenir-là dans le jardin. Bon, on a le contexte de ta première balle. Oui. Qu'est-ce qui t'a accroché au début dans ce sport? Je pense que
je suis assez perfectionniste et il y a des livres qui existent d'ailleurs de prépa mentaux dans le golf, jouer sans viser la perfection, parce que c'est un sport de loupé, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de mauvais coups que de bons coups. Il y a très peu de très bons coups. Et cette notion un peu de frustration, de un coup on réussit un super coup et puis après pendant plusieurs balles on touche pas la balle ou elle décolle pas, je trouve que ça rend un petit peu accro là-dessus. On se dit j'ai trouvé, j'y arrive, en fait non j'y arrive plus. Et il y a ce truc où on veut tout le temps y revenir. Et c'est ce côté un peu à la recherche de croire qu'on a trouvé la solution parfaite, la petite sensation parfaite, et puis au final non, et on y retourne, et voilà, c'est ça qui fait que ça peut rendre un peu accro. Soit les gens qui ne sont pas patients, dès le début ils disent j'y arrive pas, ça m'énerve, ou sinon d'autres on peut tomber assez vite dedans, et c'est ce côté-là qui m'a pas mal attiré, je pense. Donc toi, plutôt que de te frustrer, les premières difficultés, c'est ce qui a nourri finalement ton c'est de te dire je vais y arriver. D'accord. Je vais réussir. Et est-ce que tu as un premier souvenir sur compétition, une première frustration, quelque chose qui t'a fait douter un petit peu sur ce sport? Douter par rapport au golf, sur le fait que je me posais des questions si j'allais continuer ou pas. Ouais, exactement. Je n'ai jamais remis en cause le fait que je voulais continuer le golf. Par contre, je pense que tout vrai golfeur, il fait à un moment dans sa vie un burn-out golfique. D'accord. Mais à tout niveau, même en tant que entraîneur-coach, je le vois de plus en plus. Et même avant, moi, je le connaissais parce que j'ai quand même des connaissances, plein de joueurs dans le golf. Mais c'est un sport qui prend pas mal la tête. Et très souvent, on a l'impression d'être au fond du trou. On comprend plus pourquoi, on n'y arrive plus. On perd un peu la confiance et on a besoin de breaker, de dire bon allez, j'arrête. Je touche plus un club pendant 10 jours, 2 semaines et puis je reviendrai plus tard. Donc ça m'est arrivé. De me dire que je reviendrai jamais au golf, non. Mais d'avoir des périodes où dans la tête, ça vrille totalement, oui. Ça arrive. Ça y en a souvent. Du coup, c'est plus prenant pour toi psychologiquement ou c'est 50-50 avec le physique également? C'est-à-dire quel impact on a physiquement quand on fait beaucoup de golf? Est-ce qu'on ressent un épuisement? Si oui, quel est-il? Est-ce que c'est nerveux? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est des douleurs? Parce que vous avez quand même des mouvements qui travaillent plus d'un côté que de l'autre et donc forcément ça peut peut-être engendrer des déséquilibres, des tendinites, des choses comme ça. Donc est-ce que là-dessus, tu peux en dire un petit peu plus? C'est ça. Alors, effectivement, il y a les deux qui vont ensemble. Et pour répondre tout de suite à ça, et effectivement, on dit souvent le golf n'est pas un sport. C'est vrai que sur le côté même mental et physique, c'est très fatigant. C'est sûr, donc c'est pas les petites voiturettes qu'on voit à la télé Oui. comme on est en cliché. Mais un tournoi professionnel, par exemple, un tournoi c'est 4 jours de compétition, plus 2 journées avant la compétition pour reconnaître le parcours et s'entraîner. Un 18 trous, on marche facilement 10, 12, 13 km sur un 18 trous. Donc déjà, c'est pas mal de marche, avec effectivement de la pression quand on joue, de devoir rester concentré aussi, donc pendant une durée de 4h30, 5h facilement. Et le swing de golf en tant que tel, pour taper la balle loin, ça demande aussi une bonne condition physique. Les meilleurs joueurs du monde, c'est aussi ceux qui tapent le plus fort. Donc beaucoup d'explosivité, de vitesse. Je vais pas faire le swing, décrire le swing là devant la caméra, mais effectivement, physiquement, c'est pas évident de taper fort dans une balle. Les joueurs aujourd'hui, les très bons joueurs, ils passent autant de temps en salle de sport qu'à s'entraîner à taper des balles. Et mentalement, ouais, c'est très 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 prenant. Parce que chaque coup compte. Tous les sports à haut niveau sont très prenants, mais par exemple au tennis, je peux me prendre un set blanc et quand même gagner le match. Je prends 6-0, mais j'arrive à gagner le match. Au golf, si je fais n'importe quoi sur mes 3-4 premiers trous, donc sur 18 trous, un parcours entier, ou sur mes 3-4 derniers, j'ai foiré ma journée. Je ne peux pas la rattraper. Ça joue tellement à un coup près surtout que de perdre 3, 4, 5 coups comme ça, c'est assez usant. Parce que jusqu'au dernier trou, jusqu'à la fin, il faut réussir à rester concentré là-dessus. Donc les deux ensemble font que moi, à chaque fin de tournoi, déjà que je ne suis pas épais, j'essaye de manger le plus possible et de faire du sport, mais je perdais des kilos à chaque fois, chaque semaine. J'avais 1 ou 2 kilos en 2 mois à chaque fin de semaine. Est-ce que le fait d'être confronté au stress comme ça de manière intense et assez finalement permanente, puisque tu fais des compétitions régulièrement, t'a aidé dans tes études, par exemple, quand tu avais des examens à passer? Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui gère bien le stress ou comme tout le monde, t'es pas super à l'aise quand tu as un oral ou un examen à passer?
Il y a des choses un peu différentes, on va dire parler en public devant du monde, c'est pas la même chose que d'aller faire un tournoi, mais effectivement c'est le même stress qu'on peut ressentir. Oui, c'est sûr que ça m'a aidé sur les tournois, le fait de réussir à comprendre en fait ce qui nous arrive et à le gérer. C'est pas le même stress, mais on comprend l'émotion qui nous arrive, et on se dit je sais gérer cette émotion, donc que ce soit dans une situation ou dans une autre, c'est quelque chose du coup c'est un peu plus familier. Même si c'est la même chose qu'on ressent, c'est familier, du coup on sait qu'on peut gérer ça. Après, j'ai vraiment beaucoup plus appris à gérer tout ça quand je suis passé professionnel. Après mes études, où là du coup tu bosses avec des prépas physiques, des prépas techniques et préparateurs mentaux aussi pour travailler tous ces aspects-là. Et là j'ai pu beaucoup plus creuser sur qui tu es, comment tu fonctionnes, utiliser les bons outils pour savoir agir ou réagir face à telle ou telle situation en fonction de ce que tu connais de toi, des choses dans ce domaine-là. Donc c'était beaucoup plus poussé après mes études dans le milieu pro qu'avant. Mais c'est sûr qu'avant ça a dû aider aussi. Alors je rebondis sur ce que tu as dit, ce que ça t'a appris de toi. Qu'est-ce que ça t'a appris de toi, le golf? Qu'est-ce que ça a appris de moi? Ça m'a appris. Alors je vais répondre pas très clairement. Non, ça m'a appris qui j'étais dans le sens où comment je fonctionnais face à telle ou telle situation, dans quel état d'esprit il fallait que je sois pour que ça fonctionne, dans quel état d'esprit c'était pas top pour moi, par exemple quand je suis en phase d'analyse-réflexion, quand je suis sur un parcours, c'est pas bon. Donc je sais que je suis quelqu'un qui réfléchit un petit peu trop, qui a tendance à un petit peu trop analyser, donc de réussir à mettre un peu ce côté-là, de mettre ça de côté, être un petit peu plus dans l'action, moins dans la réflexion. Donc c'est des choses que j'essaie d'appliquer aussi au quotidien en dehors du sport. Et d'ailleurs c'était quelque chose que mon préparateur mental m'avait dit, tout ce qu'on travaillera pour le golf, c'est une philosophie de vie et on va dire, des schémas de pensée à adopter pour la vie en général. Donc oui, ce côté-là, d'être un petit peu plus dans l'action, moins dans la réflexion. Je sais que je suis un petit peu perfectionniste, mais il y a ce côté, on en a parlé juste avant aussi, de pas forcément attendre que tous les voyants soient au vert pour se dire j'y vais, parce que sinon on met des fois pas mal de temps avant de se lancer. Et puis sûrement plein d'autres choses que j'oublie. Et au niveau des petites périodes où tu as rencontré des difficultés, où tu disais que tout golfeur peut traverser des périodes de burn-out golfique, qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre malgré la difficulté? Alors ça, je pense que j'aime bien la difficulté. Je suis assez calme de nature et je suis pas quelqu'un qui en fait des caisses, mais intérieurement, ce qui est tout calme, tout plat, je crois que ça m'ennuie. D'accord. Et donc, même si c'est difficile, même si c'est pas agréable, c'est des choses où tu dis j'ai pas réussi là, ça m'a énervé, mais c'est pas grave, je vais trouver une solution et je vais faire en sorte que ça marche derrière. Donc, je pense même que cette difficulté, je suis sûr, elle fait partie du fait que ça me donne envie de revenir à chaque fois. Quand je loupais un tournoi et que je revenais le dimanche soir à la maison, une des premières choses à laquelle je pensais, c'est je vais me remettre à m'entraîner. Enfin, j'y retourne parce que c'est pas possible. Donc, ce côté difficulté, il est pas agréable, mais c'est aussi ce qui fait que tu y reviens. C'est ton essence, quoi. Oui. Et tu parlais de l'aspect réflexion quand tu étais sur un parcours. On présente souvent les échecs. Quand on va réfléchir à un sport de stratégie, on va penser aux échecs. Finalement, j'ai l'impression que dans tout ce que tu dis, il y a une dimension stratégique ultra forte et ce qui, a priori, expliquerait l'aspect prenant au niveau psychologique et mental qui fait que tu as eu besoin d'être accompagné. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'aspect stratégique du golf? Ouais, effectivement, comme je le disais juste avant, sur un tournoi pro, enfin, sur n'importe quel tournoi, quand on veut bien faire les choses, normalement on arrive 1 ou 2 journées avant le début du tournoi pour reconnaître le parcours et établir un peu notre plan de jeu. Sur la manière dont on va jouer les trous, quel club on va utiliser, les zones dangereuses, les zones où il faut jouer. À savoir aussi qu'en fonction du temps et de la météo, tout change aussi, tout évolue. S'il y a beaucoup de vent, pas beaucoup de vent, ça influe aussi sur les distances qu'on va faire. Mais donc oui, il y a tout ce plan, cette stratégie à mettre en place en amont. Et derrière, quand on est donc sur la journée de compétition, sur les 18 trous, le but c'est d'essayer de s'y tenir et par rapport à ce qu'on a évalué, de réussir à rester dans le cadre de ce qu'on a prévu sur les journées de reconnaissance.
D'accord, tu dis beaucoup on. On, c'est toi, ton coach, ton préparateur mental, ou c'est au sens les golfeurs de manière générale? Oh, il y a les deux, je crois. Il y a au sens on les golfeurs, je parle pour tout le monde, mais effectivement, comme j'étais pas tout seul non plus à réfléchir là-dessus, donc c'était assez régulier que j'en discute avec mes entraîneurs aussi, ou même d'autres joueurs. Quand on est sur un tournoi, c'est pas non plus chacun pour soi. Entre Français, on fait des reconnaissances de parcours ensemble. Et puis ça nous amène souvent à discuter de tu joues quoi, tu mets quoi, tu le vois comment là ici. Donc c'est vrai que je dis souvent on, je pense que c'est pour mixer, Pour englober, quoi. englober un petit peu tout ça. Oui. Tu allais comment en compétition étant jeune? Est-ce que c'est tes entraîneurs qui t'accompagnaient, tes parents? Parce que c'est une question qu'on se pose pas toujours, mais finalement, un jeune sportif dans un sport individuel, il y a cette notion de, il n'y a pas une équipe, donc c'est sûr que quand il y a toute une équipe, c'est un peu plus facile. Il y a un éducateur, on part en minibus et voilà, ou voire même il y a des pôles espoirs où les jeunes dorment là-bas sur place. Toi, comment ça se passait? Alors c'est vrai que comme c'est un sport individuel et pas d'équipe, c'est pas les entraîneurs qui nous emmènent. C'est vrai que donc c'était les parents. Quand t'es jeune et que t'es pas majeur, que tu n'as pas de voiture, c'est eux qui nous emmenaient sur les compétitions qui des fois duraient le week-end, le samedi, dimanche. Et ce qui était fait par contre, c'est que comme j'étais dans un club de golf de Carquefou où du coup on avait de bonnes équipes jeunes, on était plusieurs jeunes à faire ces mêmes tournois, ces mêmes compétitions, donc on partait ensemble. Ça se relayait un peu au niveau des parents. On essaie de partir à 2, 3, 4 jeunes et puis de se retrouver là-bas si on pouvait partager le tournoi ensemble. D'accord, donc il y avait une forme de convivialité et d'entraide entre jeunes aspirants. C'est ça, il y avait déjà les gens de son club, donc le Carquefou qui allaient faire ces tournois et puis même après on se connaissait un petit peu tous aussi. Dans chaque tournoi. Mais en tout cas, dans l'organisation des voitures et des chambres, on essayait de mutualiser avec d'autres copains. D'accord. Justement, alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus pour les novices du golf. Comment fonctionne le golf en France de manière simple? On sait que dans d'autres sports, il y a des fédérations, il y a des classements des tout jeunes, tout ça, mais dans le golf, qui est un sport individuel, les sports individuels, généralement, c'est très spécifique. Il y a une partie privée aussi qui est un peu indépendante. Je pense notamment au sport de combat où il y a plein de catégories différentes, tant et si bien que quand on ne connaît pas, on est complètement perdu. Donc comment c'est structuré en France? Déjà pour rappeler aussi, parce que je ne l'ai pas dit, peut-être que les gens ne le savent pas forcément, juste le but du golf, déjà c'est de taper dans une balle et de faire le moins de coups possible. De rentrer la balle dans le trou pour faire le moins de coups possible. Et ensuite, oui, comment ça fonctionne? Oui, il y a une fédération française de golf, où il y a 450 000 licenciés à peu près, donc quand même une grosse fédération. Sur ta question, est-ce que tu voulais aussi savoir comment les gens peuvent avoir accès au golf ou c'est plus dans l'organisation? De toute façon, c'est des questions que j'ai prévu de te poser, donc tu peux dérouler là-dessus, donc, oui, ça m'intéresse. Il y a une fédé avec 450 000 licenciés en France. Et ensuite, pour accéder au golf, c'est plus ouvert que ce que la majorité des gens peuvent penser aussi. Il n'y a pas besoin d'être membre, c'est assez ouvert. Il y a des zones, donc, une zone de practice. Là, c'est la zone où on prend un saut de balle avec 30-35 balles dedans et puis on peut s'entraîner à taper des coups, une zone qui fait 200-300 mètres devant soi pour essayer de taper plus ou moins loin. Et j'ai une question tout de suite là sur ce practice parce que je vois ça à chaque fois. Oui. Comment on récupère les balles? Parce que tu vas pas y aller et on va te shooter, mais en même temps, à un moment donné, le nombre de balles n'est pas illimité. Alors comment ça fonctionne? Alors soit tu as des petits tracteurs qui sont conduits par les jardiniers du golf avec des sortes de rouleaux devant qui ramassent les balles. Donc ils ont des grilles dans leur tracteur, ils ramassent les balles et c'est remis dans la machine à balles où tu as à peu près 15 000 balles dedans et c'est là où tu prends tes balles pour ensuite taper. Pour l'exemple du golf de Cholet qui a changé depuis un an, c'est des petits robots électriques maintenant, enfin des petits robots qui font le ramassage tout seul. D'accord. Ils se baladent toute la journée, ils viennent redéposer les balles, ils se rechargent et ils font leur tour. Ça ressemble à un comme robot des gros aspirateur? robots tondeuses. Ah oui, des ok. gros robots tondeuses. D'ailleurs, il y en a un qui tombe et un autre qui ramasse les balles. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais donc effectivement, ces zones-là, elles sont ouvertes comme si j'allais faire un bowling, je peux aller taper quelques balles au golf. Un saut de balle, c'est 4-5 € et puis soit il y a un vieux club qui traîne dans le garage ou alors en location de club. Voilà, ça coûte vraiment pas grand chose et il n'y a pas de durée, donc je peux passer 2 heures à taper mon saut de balle. Et d'autres zones qui sont très ouvertes, celles qui ressemblent un petit peu plus au mini-golf, où je fais rouler la balle pour essayer de la mettre dans le trou.
C'est pareil, ça coûte même rien du tout. Si j'ai 3 balles blanches qui traînent et ce qu'on appelle un putter, le club pour faire rouler la balle, je peux passer 10 heures sur cette zone, ça me coûte pas d'argent. Donc c'est beaucoup plus accessible que ce que la plupart des gens peuvent penser. La seule chose, c'est qu'on va sur le grand parcours, le 18 trous. Là, pour jouer sur le grand parcours, effectivement, il faut payer un droit d'accès pour avoir accès aux 18 trous. Mais sinon, c'est assez ouvert. Sur le practice, le but c'est juste d'entraîner le swing, quoi. C'est de tirer le plus loin possible. Et du coup, est-ce qu'il y a je sais qu'il y a des différents types de clubs. Tu disais, si tu as un club qui traîne, mais sauf que si tu as un club qui traîne qui ne correspond pas du tout, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Oui. les différents types de clubs, la forme et pourquoi C'est ça. Tu as, on va dire, 3 types de clubs qui existent. Les plus gros, qui s'appellent des bois. Donc le plus gros club s'appelle le driver, c'est dans la catégorie des bois. Ça s'appelle un bois parce qu'historiquement c'était fait en bois. Maintenant c'est du métal, c'est du carbone, ça a un petit peu évolué niveau technologie. Ça c'est les clubs pour faire le plus de distance, que tu n'utilises pas forcément quand tu débutes d'ailleurs, parce que c'est dur à jouer comme c'est des clubs qui sont plus longs. Voilà, c'est pas utile d'essayer ça pour commencer. La deuxième catégorie, ce sont les fers. Donc les fers pour le coup, ça s'appelle des fers, c'est toujours en fer, ça va pas changer, c'est de l'acier. Et après avoir fait ta mise en jeu, ton premier coup avec un bois, avec le gros club pour faire le plus de distance, tu vas jouer un fer pour essayer de mettre ta balle sur ce qu'on appelle le green. Donc, c'est la zone qui est tendue où tu as le drapeau. Et tu as donc jusqu'à 14 clubs maximum dans un sac de golf. Pourquoi ? Parce que en fait, un fer, tu n'en as pas qu'un. Comme des bois, tu n'en as pas qu'un. Avec chaque fer, tu vas faire une distance différente. En fait, ce qui va jouer, c'est l'inclinaison de la tête de club qui vient taper la balle. Plus c'est ouvert, plus la balle sera haute par rapport à la distance qu'elle va faire, donc ça va être assez court. Et plus c'est fermé au niveau de l'inclinaison, plus la balle elle sera pénétrante et longue. Donc en fait, en fonction de la distance que tu as à faire, tu choisis ton club. Et donc quand tu démarres, tu peux prendre un fer intermédiaire, tu n'as pas besoin d'avoir 14 clubs, juste tu peux t'entraîner, donc pas avec un bois, mais je dirais un fer 7 peut-être pour ceux qui connaissent. C'est un fer intermédiaire et tu peux taper juste avec un fer 7 pour entraîner ton geste, il n'y a pas besoin de plus. Et au niveau de densité parce que le bois maintenant du coup j'imagine que c'est en fer aussi. Alors le bois c'est il y a différentes parties dans un club de golf. La partie où tu tiens le club, ça s'appelle le grip. Ensuite tu as le shaft, ça c'est une partie, c'est du graphite, donc c'est pas de l'acier non plus, c'est du graphite. Et la tête de club, c'est du carbone, c'est des métaux plutôt très légers pour optimiser la vitesse. Ok. Donc ça change aussi entre les bois et les fers, c'est pas les mêmes matériaux. Et la dernière catégorie, c'est le putter. Donc là, il y en a qu'un, c'est le putter pour faire rouler la balle et la mettre dans le trou. Il est bien plat, j'imagine. Exactement. Là, il n'y a pas d'angle, à 2-3 degrés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Quasiment pas d'angle, c'est juste fait pour que la balle elle reste basse et elle roule pour la mettre dans le trou. Et tu disais que du coup, le fer permettait d'amener la balle sur le green. Donc chaque parcours, chaque trou démarre finalement sur une zone un petit peu vallonnée. Il y a toujours un obstacle à franchir avant de pouvoir accéder au green. Pas forcément. Alors, pour la faire courte aussi là-dessus, en gros, il y a un objectif sur chaque trou, c'est de faire 3, 4 ou 5 coups. C'est toujours ça, 3, 4 ou 5 coups. 3 coups, c'est un trou qui va faire à peu près entre 70 et 200 mètres. 4 coups, c'est un trou qui fait entre 200 et 450 mètres. Et plus de 450 mètres, c'est un trou à faire en 5 coups. Donc voilà, déjà, tu as des trous qui font pas la même... 5 coups, quand le parcours parfait, quoi. Voilà, sur ce trou-là, si tu fais 5, on dit si tu fais le par. Quand tu fais le bon nombre de coups qui est demandé, ça s'appelle le par. Voilà. Et donc effectivement, en fonction de la distance du trou, déjà ils sont tous différents. Des fois, tu peux jouer sur des parcours avec des forêts d'arbres à droite à gauche. Des fois, tu as des obstacles d'eau à passer. Des fois, c'est du sable. Ouais. Donc, voilà. Des fois, il n'y a rien. Des fois, rien du tout. C'est tout plat, c'est tout droit. Donc, ça dépend vraiment de comment le parcours a été construit. Mais c'est aussi pour ça que les golfeurs, ils aiment bien se balader parce que chaque parcours est différent. Donc entre un parcours dans les montagnes ou un parcours bord de mer... ou un parcours, il y a plein de cas, plein d'endroits différents qui sont sympas. Et si une balle est perdue ou si elle va dans l'eau, par exemple, tu peux pas. Quelle est la règle ? Tu peux pas la rejouer, tu es obligé de repartir de l'ancien. Du point où tu étais ou... Tu veux que je te parle des règles de golf ? Là, il y a un bouquin comme ça avec tous les cas qui existent. Mais en prendre juste un exemple, le cas de l'eau. Par exemple, ma balle elle tombe dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tu as une procédure où si ta balle tombe dans l'eau, je te la simplifie, en gros, donc ta balle est perdue, il faut que tu prennes une nouvelle balle et que tu replaces une balle au point d'entrée d'où ta balle est rentrée dans l'obstacle d'eau. Après, tu as plusieurs cas, tu as le droit aussi de
te reculer autant que tu veux en arrière dans l'axe de ton point d'entrée et du drapeau. Tu peux reculer autant en arrière que tu veux, donc tu n'es pas obligé de le mettre juste à côté. Tu as plusieurs cas, je vais pas tout te faire, mais voilà, il faut reprendre une autre balle en tout cas et la replacer avec un point de pénalité en plus. Donc, donc si tu es en 1 dans l'eau, tu vas pas taper ton deuxième coup ensuite, tu vas taper ton troisième parce que tu t'es pris un point de pénalité en plus. D'accord. Et quel est le rôle dans tout ça de la FF Golf? Le rôle dans le golf? Comment elle encadre, comment elle est en lien avec les différents, on dit des clubs? Parce que du coup, finalement, vous jouez avec des clubs et on dit aussi club. Ah oui, voilà. Là, j'avais un doute, finalement, c'est bête, hein, mais j'avais un doute sur le fait de est-ce qu'on dit club, est-ce qu'on dit association, pour différencier. Dans le club de golf, tu as aussi souvent des associations sportives. À l'intérieur d'un. Oui, c'est ça. Ok. Donc, mais il y a le club de golf, dedans, où il y a des associations parfois aussi, pour le côté sportif, pour les équipes. Bon, bref. D'accord. Et donc, ouais, la Fédé, elle accompagne les clubs justement pour aider au développement des clubs, qui est de plus en plus de nouveaux golfeurs aussi. La politique, c'est quand même que ça se démocratise beaucoup. Parce qu'il y a pareil toujours un peu cet aspect-là où on pense que c'est un peu fermé, que c'est un peu privé, que c'est pas facile d'accès. Donc la Fédé bosse beaucoup sur ces points-là pour notamment là, au niveau de sa communication même sur les réseaux depuis quelques temps là, donner un aspect un petit peu plus fun et ouvert et aide les golfs, accompagne pour aussi démocratiser et puis avoir de nouveaux licenciés joueurs qui arrivent. Oui, donc c'est une volonté de ramener du monde. Oui. D'accord. Quelle est la différence entre la fédération et les circuits professionnels? Oui, alors là, c'est pas la même chose, effectivement. La fédération, c'est plus celle qui chapeaute, on va dire, tout ce qui se passe, surtout sur le monde amateur aussi. Une fois que tu es sur le côté pro, en soi, moi par exemple, j'ai jamais eu de contact forcément avec les gens de la Fédé. C'est toi qui es un peu entrepreneur, indépendant, c'est toi qui t'es chef d'entreprise de ton propre projet, tu crées ton équipe autour de toi, c'est toi qui gères tes compétitions, tes plannings. Donc les circuits en tant que tels, ils sont assez indépendants. Bon, forcément, il y a des liens quand tu as un circuit pro qui fait un tournoi en France, ça discute pour l'organisation des tournois, mais sinon c'est assez séparé. Donc les circuits pro, pour accéder à ça, comme je te disais, c'est des qualifications que tu dois passer, c'est un droit d'accès que tu dois gagner pour avoir le droit de jouer sur tes circuits pro. Tu peux pas juste venir et te dire je veux jouer ces tournois, ça marche pas comme ça. Et donc c'est vraiment des entités, différentes entités qui eux gèrent, c'est eux qui se débrouillent pour essayer de trouver, par exemple sur la 3e div européenne, je prends l'exemple des tournois que j'ai fait un petit peu, donc il y a différents circuits de 3e division européenne. Je vais prendre l'exemple d'un circuit qui s'appelle le Pro Golf Tour, qui est plutôt organisé, géré par des gens de côté Europe de l'Est. Donc c'est eux qui se chargent d'organiser des tournois en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, et qui gèrent leur planning, mais ils sont pas liés forcément à la fédération. Et ils viennent vous repérer du coup sur des compétitions amateurs au départ? Non, c'est nous qui passons des qualifications justement pour avoir accès à ces circuits-là. D'accord. Là, l'exemple, c'était il y a quelques en fin d'année, c'est en octobre si je me trompe pas. En octobre, il y a les qualifications pour accéder justement au Pro Golf Tour. Donc maintenant c'est 2 jours de compétition et il faut sur 120 joueurs, il faut être dans les temps de premiers pour obtenir une catégorie de jeu pour avoir sur l'année qui arrive le droit de jouer des tournois. Et en fonction de la place qu'on a fait sur ces qualifications, plus on a fait de bonnes places, plus on est sûr de pouvoir rentrer sur tous les tournois dans l'année. Si on a fait une place un petit peu moyenne, on n'a pas une catégorie de jeu qui est top et donc c'est possible qu'on ne rentre pas sur tous les tournois puisque le champ de joueurs est limité sur chaque tournoi. Voilà, c'est 140 joueurs maximum. Donc c'est les 140 meilleurs qui peuvent rentrer dans le tournoi. Si moi je suis le 150e, 160e en fonction de ma catégorie de jeu, je ne rentre pas dans le tournoi. D'accord. Ça fonctionne. Et on parle du coup circuit professionnel là, mais pour les compétitions que tu fais en jeune, là pour le coup tout ça c'est lié à la Fédé. Ouais, tout ce qui est amateur, après c'est aussi, c'est pas la Fédé en tant que telle, mais c'est dispatché dans chaque région. Après, région, département, il y a des personnes qui sont en charge d'organiser ça et justement de développer des compétitions pour les jeunes. Mais oui, effectivement, ça c'est géré au final par la Fédé.
Et à partir de quel classement, du coup, on considère qu'on est golfeur professionnel? Qu'est-ce qu'il faut atteindre comme niveau pour pouvoir être... Parce que j'imagine que tu peux t'inscrire pour faire un circuit professionnel, être sélectionné une fois dans ta vie de justesse et finalement n'en faire aucun autre. Donc là, du coup, tu n'as pas le statut professionnel, j'imagine. Alors, je vais essayer de faire simple aussi parce que c'est assez compliqué là-dessus. Donc avant, j'ai dit, il y a des contrats à faire sur chaque trou qui sont de faire 3, 4 ou 5 coups. Donc, il y a 18 trous à jouer et sur chaque trou, il faut que je fasse 3, 4 ou 5. Voilà, ça c'est annoncé au début du trou en fonction de la distance. Au golf, on a un classement qui détermine notre niveau. Et ce classement, il est calculé comment? Si, imaginons, sur chaque trou, je fais un coup de plus que ce qui m'est demandé, c'est-à-dire que sur un 3, j'ai fait 4, sur un trou, je devais faire 4, j'ai fait 5. Enfin, je fais plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 sur chaque trou en moyenne. Sur 18 trous, j'ai fait plus 18. Voilà, un coup de plus sur chaque trou, je fais plus 18. Si en moyenne, je suis un joueur qui fait plus 18 à chaque fois, mon niveau au golf, environ à peu près, je suis classé 18. Voilà. Quand on démarre le golf, on est classé 54. 54, ça correspond à 3 coups de plus sur chaque trou. Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 sur 18. 3 fois 18, ça fait 54. Et pour avoir le droit de passer des qualifications pour jouer sur le circuit pro, il faut être aux alentours de 0. Donc en gros, il faut être capable de savoir déjà jouer le bon nombre de coups sur chaque trou en moyenne. Donc ça, c'est le niveau qu'on doit avoir pour pouvoir passer les qualifications. Ok, donc en fait, les meilleurs, les plus forts, ils font en dessous finalement du nombre de trous Oui. prévus. Oui, le classement peut être négatif. D'accord. Oui, donc on peut être moins quelque chose. Ah, je pensais que c'était calculé pour que ce soit quasi impossible de... Non, bah c'est pas évident, mais en tout cas, non, il y a des joueurs. Donc je sais pas si toi tu as déjà regardé ou pas des classements, mais souvent à la télévision sur les tournois, tu vois les joueurs c'est moins 5, moins 6, moins 8, moins 9, moins 10. Voilà, sur l'accumulation de 4 jours, si tu joues 4 fois moins 3, moins 3, moins 3, ils sont à moins 12 au bout de 4 jours, donc tu peux jouer négatif. Donc tu peux jouer plus bas. J'ai déjà regardé des compètes de golf à la télévision en... Je vais être honnête, hein, je zappais et puis c'est tombé sur le golf et puis je suis resté regarder un petit peu. Ça peut être long quand tu connais pas. Non, parce qu'en fait il y a un côté paisible, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Ça détend en fait quand tu regardes le golf, je sais pas comment dire, d'ailleurs comment on appelle, c'est pas un match. Non, c'est un tournoi. Un tournoi, ok. Un Quand on regarde un tournoi de golf, c'est assez apaisant. Et je t'avoue que c'était à l'époque où il y a eu une grosse médiatisation par rapport à Tiger Woods, où du coup ça avait beaucoup activé mon intérêt pour la discipline, de savoir, je me disais, c'est rigolo, parce que finalement c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, c'est un microcosme. Alors, a priori pas du tout, parce que tu me dis qu'il y a 450 000 licenciés. Mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas et finalement, j'ai jamais été en contact avec le golf en dehors de ma rencontre avec toi et John, qui du coup également est golfeur. Et puis, je rajoute même une petite chose là-dessus, c'est un des sports individuels les plus pratiqués au monde aussi. Donc, côté États-Unis, côté Asie, il y a énormément de gens qui font du golf. Donc, il y a un peu, c'est comme dit, cette vision là encore en France, un petit peu élitiste, mais c'est un des sports où il y a le plus de pratiquants au monde. D'accord. Donc c'est assez démocratisé un petit peu partout. Mais c'est bien parce qu'on a des idées reçues et finalement tu me prouves que c'était une des questions que je me posais. Est-ce qu'il y avait du monde dans les clubs de golf? Est-ce que vous arriviez à attirer du monde? Tu as toujours le préjugé sport de riche. Oui. Celle-là, tu l'attendais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je voulais pas te la poser en question. Mais par contre, du coup, finalement, c'est sûr, 450 000 personnes, le fait que tu puisses pratiquer, comme tu dis, sur, rappelle-moi le practice. Le practice, pour finalement quelques euros, c'est... C'est qu'on a toujours en tête, effectivement, l'abonnement annuel en illimité pour jouer autant que tu veux sur le parcours. Bah oui, c'est pas donné. Si tu peux jouer en illimité sur 18 trous toute l'année, c'est pas donné. Par contre, si effectivement, juste en pratique loisir, comme je dis, soit tu as un club qui traîne, soit tu loues un fer 7 à l'accueil d'un golf pour 5 euros et puis ton saut de balle. Il y a énormément de gens, de plus en plus du coup, qui le font et bon, c'est pas plus cher que d'aller faire un bowling. En illimité, quelle est la fourchette? Est-ce qu'on peut en parler de prix? Est-ce que tu peux nous dire une fourchette de prix d'abonnement en illimité justement? Abonnement annuel, je vais donner le golf de Cholet en exemple, c'est 1 300 euros à l'année. Donc à savoir que un 18 trous, ce qu'on appelle un green fee, c'est du coup le droit d'accès pour aller jouer sur le 18 trous. Ça tourne quand même pour jouer 18 trous, c'est autour de 60 euros à peu près pour jouer 18 trous. Donc ça paraît pas donné dit comme ça, mais bon, c'est 4h30, 5 heures de temps. En termes d'hectares, je vais pas dire de bêtises, mais c'est quand même une grande surface. Il y a beaucoup de jardiniers qui travaillent sur le golf.
Voilà, moi, si je vais faire du karting, je paye 20 € pour 30 minutes. Donc pas si cher que ça non plus. Donc ceux qui prennent l'abonnement, c'est en général pour ceux pour qui c'est rentable par rapport au nombre de parcours qu'ils font dans l'année. Si tu fais plus de 20-18 trous dans l'année, autant partir sur l'abonnement annuel que de payer à chaque fois comme dit au GainFit. Alors c'est amusant parce que c'est le prix que tu annonces, je m'attendais à beaucoup plus du fait qu'aujourd'hui, avec le CrossFit, je vais donner l'exemple qui me vient en tête, le CrossFit, ça s'est démocratisé de dépenser entre 100 150 € par mois pour avoir un accès à ta salle et parfois même pour avoir des cours réservés. C'est-à-dire que tu n'as même pas possibilité dans certaines box d'aller quand tu veux. Donc c'est-à-dire que tu payes 110 € par mois et puis tu as 2 WOD, alors je dis peut-être n'importe quoi en termes de chiffres, mais tu as 2-3 WOD dans la semaine. Finalement, ça paraît normal aujourd'hui parce que les gens se rendent compte que, et j'imagine au golf c'est pareil, faut quand même une expertise pour bien accompagner quelqu'un sur ce genre de discipline. Oui, non mais c'est vrai. Alors on est dans la fourchette basse sur 1300-1400 € au niveau du golf de Cholet. On va dire qu'on est entre 1400 et 1800 en général. Après forcément tu as des clubs, ça existe quand même, c'est un tout petit pourcentage, mais oui, de clubs un peu privés où bon là les budgets ils pètent les plafonds, mais, mais là, c'est vraiment pour... les exceptions. Là c'est pour privatiser quoi. Oui voilà, c'est vraiment les exceptions où si tu veux devenir membre, tu dois être parrainé et puis tu dois verser 15 ou 20 000 € à l'entrée. Enfin voilà, c'est une petite part de ce qu'est le golf. Dans 98% des cas, c'est très ouvert et donc c'est un budget quand même, de journées limitées toute l'année, mais c'est pas indécent non plus. Et puis il y a vraiment l'optique de pouvoir venir juste comme ça en découverte. C'est ouvert, il n'y a pas besoin d'être membre pour taper quelques balles ou faire quelques coups avec le putter sur le green et de s'amuser là-dessus, ça coûte même pas d'argent. Alors comment justement on débute le golf? Est-ce qu'il faut contacter, parce que tu nous disais qu'il y a des clubs et à l'intérieur du club il y a plusieurs associations. Est-ce qu'il faut contacter, là demain je me dis j'irais bien faire un golf, mais je me vois pas me pointer à l'accueil comme ça sans rien savoir, qui j'appelle? Comment... c'est un peu ça. Alors il y a une association dans le club, l'association sportive du club, mais non oui effectivement par contre oui ça peut être très simple, c'est de venir justement à l'accueil du golf et de demander des renseignements sur comment ça se passe. Pour les jeunes, on a dans quasiment tous les golfs des écoles de golf, donc des cours le mercredi et le samedi comme pour n'importe quel sport. Jusqu'à quel âge tu considères? 17 ans, avant 18. On a créneau baby golf qui est de 4 à 7 ans, donc ça commence pour les plus jeunes, et de 7 à 17 ans pour les un petit peu plus grands. Mais donc il y a l'école de golf. Quand tu es adulte et que tu veux vraiment t'y mettre et commencer un petit peu plus que juste venir tout seul ou avec des potes taper quelques balles, il y a des formules découvertes qui existent très souvent sur les golfs avec des cours dans la formule, le prêt du matériel, donc qui est plus accessible, sur ces formules-là que si tu venais prendre un cours classique ou que tu allais sur le parcours tout seul. Ah, je rebondis, c'était la question d'après. Le coût du matériel, là tu parles de l'occasion, parce que depuis tout à l'heure on parle de prix, mais on parle de prix d'accès. Le matériel, je donne un exemple tout bête, mais il n'y a pas très longtemps, je m'étais inscrit en jiu-jitsu brésilien. J'étais très content de payer 350 € pour mon année, sans me rendre compte qu'en fait le matériel allait me coûter assez cher. Et finalement je me suis dit, ça se trouve au golf c'est la même chose. Alors après c'est sûr, le matériel tu l'achètes une fois, après tu as ton matériel, tu l'utilises dans la durée. C'est pareil, je vais pas dire du simple au double, je vais dire du simple au triple. Parce qu'effectivement si tu veux du très bon matériel, maintenant les clubs de golf neufs et de bonne qualité, c'est pas donné. Par contre quand tu démarres la pratique, déjà tu n'es pas obligé d'avoir, ce que je disais, tu as jusqu'à 14 clubs de golf dans un sac. Pas du tout obligé d'avoir un sac complet, tu peux avoir une demi-série, on appelle une demi-série où tu as à peine la moitié et même moins. Des clubs d'occasion, des clubs pour débutants, c'est quand même beaucoup moins cher. Il y a plein de solutions qui existent, mais oui, je ne conseille pas à des débutants qui veulent faire attention sur le budget. Tu vas pas sur des séries de clubs neufs un peu haut de gamme où là ça coûte vite cher. Et nous effectivement, en pro par exemple, c'est sur du très bon matériel, donc oui les clubs. Je vais pas te dire, oui, les clubs au prix, si je devais les acheter, oui, c'est un peu cher. Toi, tu coaches que des grands, que des adultes ou même les tout petits? Tout petit, de 4, j'ai eu 3 ans et demi sur le plus jeune, mais non, c'est de 4 ans jusqu'à plus de 80 ans, s'il y en a qui... Et comment on garde concentré, parce que c'est quand même un sport qui nécessite un self-control. Oui. Comment on canalise un enfant de 4 à 7 ans? Alors, effectivement, c'est pas le même métier. Surtout aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Non, c'est pas le même métier entre du 4-7 ans et puis du plus âgé, ça c'est sûr. Ce qui est important avec les petits, bon déjà, on fait pas des séances de 2 heures, même 1 heure, ça peut être long, mais sur 1 heure, ça va, c'est juste qu'il faut faire pas mal d'ateliers différents. C'est en groupe ou individuel? Ça peut être les deux. Moi, j'avais un petit de 4 ans, 4 ans et demi, j'avais une demi-heure tous les mercredis. Voilà. Mais c'est des petits jeux, c'est un peu plus ludique, c'est pas juste le club et tu tapes des balles au practice sans rien, c'est plein de petites choses ludiques, des fois même hors technique golf, ça peut être des jeux d'adresse, de coordination aussi qui permettent d'améliorer le golf sans avoir un club entre les mains. Donc c'est pas mal de séances comme ça avec les plus jeunes. Parce que sinon, ils peuvent s'ennuyer vite. Oui. Sinon, Mais c'est surtout la capacité à rester focus mais sur avec une plein de petits activité, jeux, ils s'amusent bien. En général, c'est vraiment pas mal apprécié. Ils ont une balle, il faut viser un trou, il faut viser des choses, ils s'amusent bien comme ça, donc ça passe. Combien de temps dure une partie en amateur? Là, par exemple, je décide d'aller passer ce week-end faire une partie. Alors, de toute façon, amateur ou pro, c'est censé être la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une durée maximum de temps de jeu autorisé. C'est quand tu vas sur un parcours de golf, t'es pas là pour cueillir les champignons ou faire ta promenade. Parce que, pour expliquer rapidement, on va dire toutes les 10 minutes, tu peux avoir un groupe de 4 joueurs qui part sur le parcours, du trou numéro 1. Tout le monde part du trou numéro 1 et les départs, toutes les 10 minutes, tu peux avoir des joueurs qui partent. Donc si la partie devant elle est très lente par rapport aux joueurs derrière, ça va faire un bouchon avec tout le monde. Et donc il y a un temps de jeu, on va dire en moyenne c'est 4h30 à respecter. Amateur et pro. Nous-mêmes en pro, il y a des arbitres. Si on commence à dépasser le temps de jeu, les arbitres ils arrivent en voiturette, vous êtes en retard. Si vous continuez, on se fait même chronométrer des fois pour voir si on n'est pas trop long à jouer. Et puis si on dépasse le temps imparti, on peut se prendre des points de pénalité ou des amendes. Et là, sur les 10 minutes, c'est à toutes les 10 minutes, si t'as pas réussi, tu dois passer au suivant. Non, il te faut pas 10 minutes pour terminer le trou, mais toutes les 10 minutes, tu as une partie qui part. Donc, tu as fait ton départ, tu as avancé sur le trou, et à partir du moment où la partie derrière toi peut taper sans t'envoyer la balle dessus, elle démarre. Ok. Voilà. Et du coup, le but, c'est de jamais trop gêner les joueurs derrière. Quand t'es mauvais, tu peux voir plein de gens te dépasser. C'est pour ça qu'il y a une autre notion et qui est un peu frustrante dans le golf, c'est qu'au début, tu ne peux pas avoir accès au grand parcours quand tu commences. Il faut un niveau minimum requis qui s'appelle la carte verte, qui est un genre de permis pour te dire tu as un niveau minimum technique et notion de quelques règles pour pouvoir jouer sur le parcours. Et donc on commence où avant? Il y a des, je prends l'exemple de Cholet encore, vu que j'y suis. Ouais, il y a un petit parcours école, parcours d'entraînement de 3 trous, où là les joueurs peuvent s'entraîner, donc c'est la même qualité de terrain que le grand parcours, sauf que les trous sont plus petits, et ça permet de se familiariser un petit peu plus avec l'herbe, déjà de jouer sur l'herbe, parce qu'au practice c'est des tapis synthétiques, c'est pas la même chose. Et puis voilà, donc d'avancer comme ça avant d'aller sur le grand parcours. Donc dans beaucoup de golf, il y a ça. Les petits parcours école, parcours compact avant d'aller sur le grand. J'ai lu des interviews de professionnels et j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui disent que dans le golf, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est un sport qui, finalement, il n'y a pas de niveau théorique maximal à atteindre. C'est un sport où tu progresses tout le temps et finalement, c'est pas forcément corrélé à l'âge. Alors, oui et non, parce que comme je te disais, les meilleurs joueurs du monde sont aussi ceux qui tapent les plus forts, donc ceux qui sont le plus athlétiques et le mieux entraînés. Plus tu envoies la balle loin, plus le trou est court et plus tu peux faire de bons scores. Donc, on va dire que la maturité golfique, elle est un peu plus âgée que sur le tennis par exemple. On est un peu plus cardio, un petit peu plus physique. Mais il y a un certain âge où à partir de 40-45 ans, si tu es en forme, ça peut toujours le faire. Mais la moyenne d'âge des meilleurs joueurs du monde, après 40-45 ans, ça commence à être un peu plus compliqué. Même si effectivement, sur une bonne partie, quelqu'un de plus âgé, en statistique, sur répéter une centaine de parties, c'est pas lui qui va gagner. Par contre, ce qui est sympa au golf, c'est que un joueur qui est censé être meilleur, s'il est dans un mauvais jour, par rapport à une autre personne moins bonne qui lui est dans un bon jour, ça peut arriver d'avoir de grosses surprises là-dessus. Donc quelqu'un qui est plus âgé et qui est censé ne pas forcément gagner, il peut tout à fait battre un plus jeune si lui il était dans une bonne journée et puis l'autre joueur pas tellement. On va maintenant avancer sur l'image dont on parlait tout à l'heure, parce que tu es aussi là pour ça, essayer d'un petit peu redorer l'image pour l'esthétique. Est-ce que tu peux me dire d'où vient selon toi cette image de sport de riche? Parce que tu disais par rapport
par rapport au prix, mais je te donne un exemple tout bête, c'est que finalement, moi, j'avais jamais eu conscience des prix dans le golf, et pourtant, j'avais cette image. Alors, cette image, évidemment, que j'apprenais pas pour argent comptant, je me doutais bien que c'était un truc balancé comme ça, comme tous les préjugés, mais pourquoi la plupart des gens lambda qui n'y connaissent rien, qui n'ont même jamais entendu le prix, pensent que le golf est un sport de riche? Bon, déjà de base, c'est que c'était quand même assez vrai à l'époque. Comme le tennis qui s'est bien démocratisé, c'était assez élitiste avant. Le golf, c'était très élitiste avant. Il y a même pendant longtemps, c'était un peu, bon, à l'époque un peu préhistorique on va dire, mais des femmes qui n'avaient même pas le droit d'accéder au clubhouse, c'était réservé entre hommes. Il y avait cette image très, très élitiste qui était vraie à l'époque, qui du coup ne l'est plus du tout actuellement. Elle date de quand la transition? Bon, ça s'est fait petit à petit. Alors te donner une date exacte, j'ai vu que c'est un sport très ancien, parce que ça date, les premières traces c'est 15e siècle, donc c'est quand même. Et les compétitions, tout ça, c'est 17-18e où ils ont commencé à mettre en place des choses, et a priori c'était en Écosse, tu me reprends si je me trompe. Je ne saurais plus te dire, oui, il doit y avoir des dates sur les premières fois où ils ont commencé au moins à ouvrir le golf, les clubhouses aux femmes. C'est plutôt fin 21e, fin 20e ou... Ouais, c'est plutôt dans les années 1900 quelque chose. Oui, c'est corrélé avec la société, quoi. Oui. Mais du coup, voilà, il y avait cette image qui était plutôt vraie à l'époque. Hein. Enfin, comme même je dirais, le sport en général, où c'était très masculin, et même les femmes, c'était pas très bien vu si elles faisaient du sport. Donc le golf, il y avait ce côté-là un peu élitiste, fermé, où c'était des familles plutôt aisées qui en faisaient. Mais voilà, petit à petit, ça bouge énormément. C'est plus le cas maintenant, mais forcément, quand tu mets la télé ou que tu vois quelque chose ou qu'on a besoin d'utiliser des clichés ou préjugés, c'est souvent ça qui ressort. Et qu'est-ce qui est mis en place actuellement? Alors tu disais le site internet et les réseaux sociaux pour la fédération. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place, des événements, des choses comme ça pour... Ouais. Globalement, c'est ça déjà ce que je disais sur la communication de l'image du golf. Vraiment, ils essayent de montrer ce côté-là où c'est ouvert à tous. Style un peu McDo, venez comme vous êtes. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Il y a des opérations tous les ans qui sont faites aussi dans les golfs pour des initiations, des découvertes. L'opération Tous au golf. L'opération Tous au golf, il y a plusieurs sessions dans l'année où gratuitement les gens peuvent venir essayer le golf et voir comment ça fonctionne, découvrir effectivement l'activité et se rendre compte que c'est beaucoup plus accessible que ce qu'ils ne pensent. Donc, c'est souvent le cas quand je fais des initiations découvertes, que ce soit avec des entreprises ou des personnes qui veulent venir découvrir, ils sont assez étonnés au début de ce que je leur dis. On ne pensait pas. Oui, donc ça peut être une activité de séminaire entreprise également. Oui. Ça peut être une Il y a beaucoup d'entreprises qui organisent pour les salariés des petites journées comme ça pour faire découvrir quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'ils font d'habitude aussi. Combien de temps dure un événement comme ça? Je donne un exemple tout bête. Si par exemple tu veux faire un truc qui change un petit peu pour un mariage, oui. Et puis tu te dis, tu vois, pourquoi pas? Tu te dis, je vais faire un truc qui change un petit peu, combien de temps ça prend dans une organisation? L'initiation découverte golf, si tu veux bien faire les choses et avoir le temps de tester les différents secteurs, parce que je dis, il y a le grand jeu où tu tapes des balles au practice, il y a le parti petit jeu où tu fais rouler la balle pour la mettre dans le trou. Et on va dire terminer sur le parcours d'entraînement, le parcours école, essayer de se mettre un peu en situation. C'est 2 heures sur une initiation où tu veux prendre le temps de bien faire les choses. Après, il y a des fois des personnes qui nous demandent sur 1 heure. Donc on réduit, on fait juste taper des balles au practice, ça les amuse déjà bien. Et puis un petit peu de putting, là où on fait rouler la balle pour la mettre dans le trou. Et le but de redorer, excuse-moi, le terme n'est pas bien choisi. Le but de changer cette image est-il d'améliorer le niveau global en augmentant la base, c'est-à-dire évidemment, plus il y aura un échantillon de population important, plus tu peux espérer atteindre un gros niveau, ou est-ce que ça peut être, je sais pas, ça peut être simplement pour que ce soit plus convivial. Oui, il y a plein d'objectifs. Oui, il y a le fait déjà tout simplement d'avoir une base de golfeurs plus conséquente, enfin plus de monde qui joue au golf. Voilà, que ça devienne c'est déjà une grosse fédération, mais qui prenne encore de l'ampleur. Et oui, dans les objectifs aussi énoncés, c'est de réussir à former des joueurs qui feront partie du top mondial. Donc effectivement, plus il y a une base de jeunes qui se mettent au golf, plus on peut avoir des chances de trouver des bons jeunes et de réussir à ce qu'ils soient dans quelques années qui feront partie des meilleurs joueurs du monde. Donc ça joue aussi là-dessus.
Alors, je sais pas si tu sauras répondre à cette question. Je me posais la question, est-ce que c'est facile de trouver un club près de chez soi, partout en France? Alors, partout en France. Alors, des coins où c'est un petit peu plus compliqué, mais globalement, oui, il y a 600-700 structures golf en France. Je parle de Nantes parce qu'on est autour de Nantes. Bon, c'est une grande ville, mais rien qu'autour de Nantes, dans un rayon de 25-30 minutes, tu as au moins 4 golfs déjà. 3 grands golfs, un petit. Cholet, il y en a un. Enfin, globalement, une petite demi-heure de chez soi, je pense que dans 95% des cas, tu as un golf. D'accord. Oui, donc finalement, il y en a pas mal. Et pourtant, c'est super grand un golf et on le voit pas forcément. Je vais donner l'exemple tout bête, c'est que moi j'étais éducateur au foot à Carquefou. Ouais. Je ne vois pas où il se situe le golf. De Carquefou. Et je devais passer à côté en fait, mais finalement c'est assez, je sais pas, c'est pas visible. Ou alors c'est juste que j'étais pas dans tout à fait le même secteur. C'est vrai qu'en général, ils essayent de s'éloigner un peu des routes. Parce que c'est moins agréable quand tu joues au bord de route avec le bruit des voitures, donc c'est dans pas une enceinte, mais donc oui, c'est pas forcément très visible, mais il y en a à Carquefou, il y a au golf de Ville d'Or, au golf de Nantes-Vigneux, à Néogolf à Saint-Sébastien, enfin oui, il y en a même 5 du coup, là j'en compte 5 dans un rayon de 30 minutes, alors des plus ou moins gros, des fois c'est des 18 trous, donc les grosses structures elles ont la place de mettre 18 trous, il y a certains golfs où c'est juste un 9 trous, il y a certains endroits où c'est juste un practice, où juste je tape des balles. Mais en tout cas, t'en as quand même un petit peu partout. Oui, parce que mine de rien, faut quand même beaucoup de place. Alors est-ce que tous ces clubs existent depuis longtemps ou il y en a certains qui ont été construits récemment? Pareil, ça dépend ce que tu appelles récemment. Je sais que Carquefou à côté, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas les dates exactes, mais c'est en 80-90, ça fait 30-40 ans. En général, ouais, c'est à peu près ça, une quarantaine, cinquantaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a des nouveaux qui ouvrent? Dans le coin, non. C'est ça la question. Là, ici, non, là, il n'y a pas de projet autour de Nantes. Et par contre, oui, il y a de temps en temps des constructions de parcours qui se font en France. Ça, oui. Là, dans le coin, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années qu'il n'y a pas eu de nouveaux golfs. Mais il y en a quelques-uns nouveaux qui peuvent se construire en France, ouais. Et si on te demandait à toi de mettre en place quelque chose pour ouvrir encore davantage le golf, est-ce que tu aurais une idée ou quelque chose que tu aurais envie de pousser en avant? Moi, c'est vraiment le côté un peu ouvert à tous, enfin sympa et fun, pas coincé, élitiste. Je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert aussi. C'est ce côté-là où tu passes un bon moment. Tu t'amuses bien, t'as pas besoin d'avoir des préjugés, d'avoir peur en y allant. Et ouais, je suis assez là-dessus. Alors, je mets pas 1000 choses sur mes réseaux sociaux, mais moi aussi dans ma communication, de montrer que voilà, je veux dire, ça peut être un peu décalé, un peu fun, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas comme certaines personnes peuvent le penser. Donc, je veux dire, c'est assez ouvert, on passe un beau moment, c'est sympa, les gens sont cool aussi. Donc c'est plutôt ce côté-là. Ouais. Et c'est ouvert, parce que pour pouvoir attirer du monde de l'extérieur, du coup c'est ouvert les week-ends, samedi, dimanche ou ouais, c'est... Okay. Tout le temps. Tout le temps, ok. Ouais. Tout le temps, de temps en temps, peut-être sur quelques jours fériés encore, non. Souvent même les accueils de golf sont ouverts, sauf rares exceptions, mais par contre les zones d'entraînement, comme je te disais, aller taper des balles, des choses comme ça, même quand les horaires d'ouverture de l'accueil du golf, voilà, quand c'est fermé, en été ça ferme à 19h, il fait le jour jusqu'à 22h, je peux aller taper des balles à 21h sur le practice. On a des petites cartes magnétiques où on recharge dessus le nombre de sauts de balles du coup, et puis il suffit d'aller à la machine à balles, on prend ce son, on tape. Je peux taper jusqu'à 20, 21h, 22h des balles si je veux, même dans la nuit si je veux, c'est plus compliqué mais bon. Oui, il n'y a pas de balles phosphorescentes. Il y en a, ça peut exister, ça existe. mais pas sur le practice. Oui, j'ai déjà vu que ça peut exister des balles phosphorescentes. C'est pas homologué, mais ça peut exister. On va aborder la partie de la France face aux grandes nations. Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays de golf selon toi? La question est difficile. Comme je te le disais aussi avant, effectivement, on regrette un petit peu de ne pas avoir des Français dans le top mondial, mais c'est vrai qu'on est aussi un peu dépendant du climat, ce qui fait que dans les conditions d'entraînement, les meilleurs joueurs partent souvent en fac US, aussi aux États-Unis, pour s'entraîner. Le golf de novembre à mars, ici en France, dans des conditions un petit peu humides, c'est parfois pas évident pour l'entraînement. Et quand tu es dans le haut du haut niveau,
bah, tu peux pas te permettre de perdre 3, 4, 5 mois à t'entraîner dans des conditions un petit peu moyennes. Donc là-dessus, ça met des freins. Après, il y a toujours la question globale du sport en France où les gens aiment bien dire que les Français n'ont pas de mental ou de choses comme ça, mais ils se rendent pas compte de l'implication quand même. Et même si un joueur n'est pas top 10 mondial et qu'il est que centième mondial, c'est quand même déjà une machine qui est super entraînée et qui est à des années-lumière de la personne lambda. Donc il y a ce côté-là. Mais après, effectivement, ouais, c'est dans les objectifs de créer, de réussir à avoir des joueurs dans le top 10, top 20 mondial, parce que pour l'instant, la Fédé juge aussi que ouais, c'est pas au niveau de ce qu'on pourrait avoir au niveau des joueurs qui sortent. Donc du coup, tu cites les US. Il y a quoi d'autre comme grande nation, si tu devais dire un top 3 des pays les plus forts? Ouais, c'est les US qui trustent quand même principalement le top mondial. Je dis en Asie, ils sont aussi très très golf là-dessus. Et puis je vais pas avoir trop de réponses là-dessus. J'ai pas exactement le nombre de joueurs par pays qui sortent par rapport au nombre de fédés, parce qu'il y a ça aussi en Espagne. Je crois qu'il y a 4 fois moins de licenciés qu'en France. Par contre, en termes de joueurs de haut niveau qui ont été top 10 en bas mondial, ça n'a rien à voir. Donc il y a pas mal de débats là-dessus sur ce côté-là, sur se dire c'est pas forcément une excuse non plus. Mais ouais, j'ai pas trop de réponses, plus trop de réponses là-dessus. Pas de Je veux pas souci. dire de bêtises sur Pas de le souci. nombre de joueurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le PGA Tour qui est derrière cette organisation? Parce qu'elle trust quand même 3 des 4 principales, a priori, un des principaux tournois masculins. Donc qu'est-ce que c'est PGA Tour? Alors le PGA Tour, c'est le plus haut niveau. PGA. Ouais, c'est américain, le PGA Tour, c'est le plus haut niveau circuit américain, côté États-Unis. C'est le plus gros circuit mondial, où il y a les meilleurs joueurs du monde. Mais qu'est-ce qu'on appelle circuit? C'est C'est comme les tournois du Grand Chelem au tennis, quoi. C'est des Non, parce que du coup, 4 parcours choisis, enfin 3 parcours choisis sur les 4. non, le circuit, en gros, tu as comme en Europe, tu as le DP World Tour, qui est la première division européenne. Donc le DP World Tour, ils organisent une trentaine de tournois dans l'année, donc ça c'est avec les meilleurs joueurs d'Europe. PGA Tour, c'est côté États-Unis, première division aux États-Unis, où pareil, c'est un circuit qui organise t'as une trentaine de tournois dans l'année, mais c'est là où il y a les meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, les meilleurs joueurs du DP World Tour, souvent ils vont du côté US jouer sur le PGA Tour. Mais ils font pas les deux du coup. Tu peux te retrouver de temps en temps à pouvoir faire les deux. Parce que j'imagine que c'est un peu comme la NBA, championnat d'Europe, quoi. Si les meilleurs ils partent en NBA. C'est puis... ça, mais souvent les meilleurs joueurs, ils ont quand même des droits d'accès, ils peuvent être invités à jouer des tournois co-badgés, enfin qui sont sur un petit peu tout en même temps. Et il y a aussi des majeurs, effectivement, sur l'année, où c'est les 4 plus gros tournois dans la saison. Et là, c'est les meilleurs joueurs du monde européens, enfin le DP World Tour ou PGA Tour, ils se retrouvent sur ces tournois majeurs. Et qui gère ça? C'est des fédérations? C'est des sociétés privées? Je vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas. C'est plus des sociétés privées, c'est pas les fédés, c'est pas des fédérations en tout cas. D'ailleurs, il y a un concurrent qui est venu, ça fait beaucoup débat par rapport au PGA Tour. Il y a quelques années, ça fait combien de temps? 2-3 ans que ça existe. Le Live Golf, qui est plutôt financé par le côté les Saoudiens. Comment tu redis le nom? Live, L-I-V. Ok. Live Golf. Ce qui a été monté par un Greg Norman. Greg Norman, c'est un ancien très très bon joueur de golf, et du coup, avec beaucoup de budget qui vient du côté saoudien, ils ont dépensé des centaines de millions d'euros pour récupérer des joueurs du PGA Tour et qui viennent jouer sur le Live Golf. Donc il y a des joueurs qui faisaient partie du top 10 mondial qui sont partis sur le Live Golf. Donc les instances du PGA Tour, donc ceux qui organisaient le PGA Tour, ils ont dit si vous partiez sur le Live Golf, vous n'avez plus le droit de jouer sur le PGA Tour, c'est fini. Après bon, ils ont commencé à avoir des accords parce que voilà. Ils ont un peu négocié les choses pour que ce soit pas la catastrophe non plus. Ouais. Mais ouais, ça fait gros débat ça. Ok. Ouais, ils ont la même stratégie finalement les Saoudiens que dans le football. Exactement. Il coûte centaines de millions, ils viennent chercher les plus gros joueurs pour les sortir des circuits.
Tout à l'heure, tu parlais de joueurs, les meilleurs joueurs qui allaient aux États-Unis en fac. Justement, je me posais la question. J'ai des copains à moi qui étaient partis aux États-Unis en faculté, qui avaient eu des bourses pour l'athlétisme. Est-ce que ça fonctionne pareil dans le golf? Est-ce que aux États-Unis, du coup, les meilleurs golfeurs en faculté, ils ont des bourses et des choses comme ça? C'est ça. En plus, le golf, il est vu d'une manière totalement différente qu'en France. Donc là-bas, c'est quand même plus sympa aussi sur cet aspect-là. Et oui, tout à fait en fonction de ton niveau. Donc là, c'est quand t'es amateur. C'est avant d'être pro. Quand t'es amateur, tu vas en fac US après tes 18 ans et en fonction de ton niveau, justement, et donc tu as accès à des facs plus ou moins fortes et des bourses plus ou moins élevées pour jouer. Mais en général, oui, tu as 100% si t'es un bon joueur amateur, t'as un niveau scolaire à peu près correct parce qu'ils demandent aussi ça. Tu t'intègres des bonnes facs et t'as ta bourse, t'es à 100%, ta bourse à 100% prise en charge pour l'année et jouer là-bas. Alors, j'ai jamais vu dans une série ou un film américain, dans les facultés, ils montrent toujours les 3 sports rois. Ouais. Alors surtout football US et basket. Ouais, c'est vrai. Mais finalement, le meilleur golfeur, là-bas, pareil, il a une place importante. Enfin, pour eux, il est important parce que c'est un sport que quand on voit Tiger Woods, c'est un sport qui peut générer quand même de sacrés revenus pour les meilleurs. Oui, bah effectivement, s'il y a de l'argent à gagner dans le golf, justement en parallèle avec le fait que c'est très démocratisé, très regardé, bah, plus il y a d'argent qui circule dans un sport, plus c'est parce qu'il est médiatisé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Oui, par contre, c'est vrai qu'à la télé, on voit pas forcément le. C'est pas non. le golfeur en fac US. Et pourtant, c'est il doit le y en avoir. basket ou le foot. Oui, oui, il y en a très souvent. Mais c'est une bonne remarque. Est-ce que ça arrive que des golfeurs, parce que du coup a priori on peut être golfeur un peu plus tard, alors, j'ai toujours en tête Michael Jordan qui avait arrêté le basket pendant un temps pour s'essayer sur le baseball. Est-ce que ça arrive que des professionnels d'un sport aux États-Unis bifurquent vers le golf dans une deuxième partie de carrière parce que parallèlement à leur discipline ils pratiquaient beaucoup le golf et ils étaient quand même forts? Alors, pas en pro, ou alors j'ai pas de. Enfin, si t'as d'anciens qui étaient forts dans un sport et qui du coup ont bifurqué sur le golf, mais qui n'ont pas été pros dans un sport et qui sont passés sur le golf en tout cas. Mais t'as des très bons joueurs, Michael Jordan fait du golf, Gareth Bale, t'as plein de très bons sportifs, Nadal il fait du golf, Djokovic, je vais pas dire une bêtise, je sais plus si Djokovic et Federer en font, tous les deux ou juste un sur les deux. Et t'as énormément de grands sportifs qui font du golf. Alcaraz il fait du golf au tennis aussi. Parce qu'il y en a un qui est vraiment fort. Qui est pas pro, mais qui du coup. Nadal, il se débrouille bien. Nadal, il se débrouille bien, ouais. J'ai plus les niveaux exacts non plus, mais ouais, Nadal, c'est un bon joueur de golf. Et tu dois en avoir plein d'autres. Grandes stars qui en font. Est-ce qu'en France, actuellement, pour toi, il y a des jeunes très prometteurs qu'on peut éventuellement citer si tu as des noms ou. C'est pas forcément médiatisé en France, donc peut-être que du coup, c'est pareil, c'est un peu confidentiel. Alors, je vais pas avoir tous les noms là. Les jeunes qui sont en dehors du circuit pro, je les connais pas forcément tous, mais oui, t'as une nouvelle génération là de jeunes qui ont 20, 23, 24 ans, qui ont réussi à monter sur le DP World Tour, qui ont fait des résultats plutôt corrects pour leur première saison là. Donc après, savoir ce que ça va donner, mais je t'avoue que j'ai pas forcément sur les plus jeunes avant. J'ai pas de nom en tête. Peut-être qu'il y en a, mais juste que je les connais pas. et ils ne structurent pas du tout la Fédé, elle ne structure pas du tout de pôle espoir, de choses comme ça pour encadrer les meilleurs jeunes, pour essayer de les amener. Si, il y a des pôles espoir, des pôles France, Okay. avec boys hommes et jeunes et garçons et filles. Il y a des pôles pour les accompagner, structurer tout ça. Donc c'est par département, par région? Non, c'est pas par département, par région. Il y en a 2 ou 3 en France, des pôles, des pôles France, boys and girls, filles et garçons. Mais c'est pas par région, il y en a pas beaucoup. Et pour toi, ce qui bloque en France là actuellement, pourquoi on n'est pas dans le top? Est-ce que c'est une question de volume, de quantité de joueurs qui en pratiquent, de moyens accordés? Il y a aussi un peu la culture sport où ce qu'on dit en France. Je l'ai vécu un peu moi, lycée et mes années d'études. T'as pas énormément de temps à louer au sport non plus. Quand tu dis que t'es sportif au niveau, pour avoir des horaires aménagés, c'est compliqué. Alors qu'il y a d'autres pays où tu as beaucoup plus de temps et puis c'est beaucoup plus accepté là-dessus. Quand j'allais faire des compétitions, que je devais louper des cours et machin, ça râlait quoi. Ouais. Donc il y a ce débat-là aussi, de dire que sur ce côté-là, ça facilite pas
le développement sportif. Et après, oui, niveau budget, sport individuel, quand tu commences à avoir beaucoup de déplacements, ce qui coûte le plus cher au final, matériel, tu peux faire attention, tu peux te débrouiller. Mais ce qui coûte le plus cher quand t'es un bon joueur ou quand t'es un joueur pro, c'est les déplacements. C'est 80% de tes frais, tu dois toujours partir. Quand c'est amateur, quand t'es grand amateur, même quand t'es fort en amateur, pardon, tu pars à l'étranger. En pro, c'est quasiment tout le temps à l'étranger. Donc, quand t'as ton billet d'avion, ton hôtel à payer, ta voiture de location, tes frais d'inscription au tournoi, c'est ce côté-là où il faut trouver des sponsors, des gens qui t'aident à financer tes saisons. Donc, autant en pro que quand t'as un bon niveau amateur. Ça, c'est souvent un frein et t'es obligé de réussir à trouver une petite solution, sinon t'es limité. Même pour la qualité d'entraînement. C'est le monde du sport aussi, hein, mais plus t'as de budget, plus tu peux être entouré, on va dire, avec déjà des bons coachs, et puis même en termes d'infrastructure et de lieux d'entraînement. Si l'hiver, tu peux partir 2-3 mois dans un pays un petit peu plus chaud, en bonnes conditions pour t'entraîner parce que tu as le budget, tu prends de l'avance par rapport à ceux qui ne peuvent pas le faire. Oui, donc c'est quand même t'es un peu livré à toi-même quand t'es aspirant professionnel golf. En amateur, les très bons amateurs sont accompagnés par la Fédé. Ils sont quand même plus accompagnés par la Fédé en termes d'aide et de budget. Mais quand tu passes pro, effectivement, t'es ton petit chef d'entreprise, tu montes ton équipe, tu vas chercher des sponsors, tu t'entraînes et puis c'est d'arriver avec ton petit dossier pour trouver du monde qui va te soutenir. Et parlons un peu plus de toi en termes de professionnel. À quel niveau tu as accédé au maximum? Je vais te laisser dire le nom. Alors, moi, j'ai principalement joué sur la 3e division européenne, sur des circuits qui s'appelaient l'Alps Tour et le Pro Golf Tour. Donc, c'est 2 circuits de 3e division européenne, et un petit peu sur la 2e division européenne, qui s'appelait le Challenge Tour. Maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle Hotel Planner Tour. Mais voilà, aussi quelques tournois de 2e division européenne. Et pour faire simple, pour réussir à grimper les échelons sur ton circuit de 3e division européenne, donc tu as, on va dire, à peu près 200-300 joueurs qui jouent dessus. Il faut que tu sois dans les 5 meilleurs joueurs à la fin de la saison pour monter sur la division du dessus. Là, tu montes sur la 2e division européenne. Quand tu es sur la 2e division européenne, c'est pareil, la même chose. Et il faut que tu sois dans le top 20 des joueurs à la fin de la saison pour monter avoir une catégorie de jeu sur le circuit supérieur. Donc, c'est-à-dire que tu as déjà fini dans les 5 premiers pour accéder un petit peu à... Non, parce que j'avais pas une catégorie de jeu officielle pour jouer la 2e division européenne. Je suis passé par des journées de qualif et des choses comme ça qui permettaient de rentrer dans le champ de joueurs et de pouvoir participer à ces tournois-là. Mais j'avais pas de catégorie de jeu officielle qui me permettait de jouer une saison dessus. D'accord. Mais ça m'a permis de faire des tournois de temps en temps. Donc c'était sympa aussi. Et comment s'organise une semaine d'entraînement et de compétition quand tu es professionnel? Quelle fréquence d'entraînement? Est-ce que c'est bi-hebdomadaire? Est-ce que c'est... Alors, tu es sur un bon 5-6 jours par semaine. Bon, le repos, c'est aussi important que l'entraînement, donc tu dois vraiment au moins avoir une journée off où tu fais rien du tout. Mais c'est 5-6 jours d'entraînement où la journée, tu peux facilement faire 6-7 heures d'entraînement golf. En fonction si tu es préparation hivernale ou en mode tournoi sur ta saison de tournoi, tu fais pas la même chose non plus. En hiver, tu t'entraînes un petit peu moins vu que les jours raccourcissent, mais tu fais un peu plus de sport. Donc tu as facilement 4-5 séances de sport dans la semaine pour bosser là-dessus. Donc tu es à l'entraînement golf, le sport, le côté prépa mentale aussi pour ceux qui en ont. Il y en a quand même de plus en plus. Ça prend du temps. Et la partie qui n'est pas à mettre de côté sur la recherche sponsoring. Tout ce côté-là, monter ton dossier, le présenter et trouver des personnes qui t'aident à financer. Donc ça prend pas mal de temps. Tu n'as pas le temps d'avoir un métier à côté. Oui, alors du coup, comment tu gagnes ta vie? Parce que finalement, tu dis qu'il y a beaucoup de dépenses, que ça revient cher de gérer les voyages et tout ça, et puis t'as pas le temps de travailler à côté, et puis t'as beaucoup d'entraînement. Bah, c'est ça ton travail, hein. Ton métier, c'était joueur de golf professionnel. Et en gros, tu gagnes ta vie que via les compétitions? Oui. Donc, imaginons que tu sois just en compète, est-ce que du coup, parce que j'imagine que plus t'es bien classé, meilleur est le salaire. Ouais, exactement. Et souvent, en fonction de comment tu joues dans l'année, tu peux te retrouver à milieu, 3/4 de l'année à dire bon bah si t'as rien gagné du tout en tournoi, peut-être que tu vas être bloqué pour faire tes tournois de fin de saison parce que t'as plus le budget.
Moi, je m'étais dit, je me mettrais jamais dans le rouge. Je ferais pas tomber mon compte en négatif pour aller jouer des tournois. Donc, il y avait des moments où si effectivement tu avais reçu un peu moins de sponsors ou que tu joues un peu moins bien, voilà, bah tu t'adaptes le nombre de tournois que tu fais dans Du coup, la les saison. sponsors te payent quand même. Tu peux avoir Oui. de l'argent via tes sponsors. C'est ça. Et c'est sur ces niveaux et même au-dessus, je pense, c'est la majorité de tes revenus. Moi, j'avais un bon 70% de mon chiffre d'affaires, c'était les sponsors. Le reste, c'était des grands tournois. Et on a aussi des journées qui s'appellent des pro-am. C'est des journées, c'est pas des compétitions. Enfin, c'est des compétitions avec des amateurs. Mais le pro, nous, on est payé pour venir jouer avec eux. Et donc ça, de faire plusieurs pro-am dans l'année, ça permet de gagner un petit peu d'argent aussi à côté. Donc voilà. Mais tant que tu n'es pas dans les meilleurs des meilleurs, quasiment la plupart du temps, tu juste équilibres tes budgets chaque année. Et les sponsors, tu vas les chercher porte à porte ou c'est eux qui viennent te voir? Enfin, comment ça se passe? Parce que je me rappelle, j'ai un souvenir d'un boxeur qui était passé nous voir Ouais. et qui nous avait demandé, enfin, je voyais, il avait tout un fascicule préparé pour chercher des sponsors pour l'accompagner dans ses compétitions et dans sa préparation. Alors, est-ce que ça fonctionne pareil? Est-ce que du coup, au début, c'est un petit peu à la débrouille C'est tout à fait ça. Si tu montes ton dossier, soit t'envoies des mails, soit tu vas chercher au porte-à-porte. T'en parles autour de toi, si éventuellement des gens peuvent connaître d'autres personnes qui sont intéressées ou qui seraient prêts à aider. Moi j'avais fait aussi quand je suis passé pro ma première année du crowdfunding, une plateforme participative en ligne où tu présentes ton projet et puis tu essaies d'avoir un petit peu d'argent par-ci par-là. Donc c'est pareil, j'étais content, ça avait bien marché sur ma première année. Mais oui, il y a vraiment toute cette recherche-là qui est obligatoire parce que tu peux faire la chose le mieux du monde si t'as pas le budget pour aller faire les tournois. C'est un petit peu compliqué. Oui, c'est la limite à un moment donné. Ouais, ça après c'est le sport. Parce que du coup, ça rajoute une pression psychologique, en plus du sport qui est déjà exigeant à ce niveau-là. Ouais, c'est. Ton préparateur mental, est-ce qu'il t'accompagnait aussi un petit peu là-dessus? J'ai eu plusieurs préparateurs. J'en avais un qui était plus sur comprendre comment je fonctionnais et vraiment intérieurement comprendre, utiliser des outils qui me permettraient d'être le plus efficace possible. Et un deuxième où c'était un peu plus dans la gestion de mon environnement, les personnes qui m'entourent et puis le côté un peu business entre guillemets là-dessus voilà, savoir te présenter, des marchés, faire ces choses-là. Donc ouais, effectivement, tu te formes un peu sur le tas aussi quand c'est quelque chose que tu connais pas. Tu y vas et puis tu regardes si ça marche. Donc tu peux aussi avoir un coaching un petit peu comme il est coutume de faire dans le marketing, un coaching en accompagnement professionnel pour t'aider à gérer ta carrière en fait. Ouais, j'avais même, c'était en 2018, il y a eu une école qui est plutôt dans le management sportif où j'avais rencontré le directeur qui m'avait mis un étudiant où sa mission c'était justement la recherche de sponsoring et d'essayer de me trouver du monde. Et ça avait fonctionné? Ouais. Spoiler. En plus, je le payais. Hein. Spoiler alerte. C'était un étudiant, j'ai eu 4 mois et puis bon, du coup, j'ai fait. Au lieu d'être dans le positif, j'ai fait moins 2000 sur 4 mois. Ok. Voilà. Bon, t'as essayé quelque chose. Mais voilà, mais c'était vraiment c'était dans la démarche de tenter des choses et de réussir d'essayer de trouver des gens qui nous aident à financer les saisons. Ouais. Et comment ça se passe une séance de préparation mentale? Parce que c'est quelque chose qu'on entend toujours. J'ai vu mon préparateur mental. Est-ce qu'il fait des séances vraiment comme le sport? Tu as 1 heure consacrée à ta prépa mentale, 1 ou 2 fois par semaine? Est-ce que c'est un suivi quotidien à base de je t'envoie des WhatsApp, je te réponds? Voilà, donne-nous ton expérience parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu comment. Ouais. Mais déjà, à mon avis, ça dépend de tout le monde. C'est-à-dire que la relation que tu as avec ton préparateur, en fonction du joueur et de la personne, les gens ils fonctionnent pas de la même manière. Moi de mon côté, ça pouvait être soit en discutant comme ça si j'avais des sujets à aborder, ça pouvait être en étant directement sur le parcours de golf, de voir certaines notions, lui de voir comment moi je fonctionnais, comment je réagissais et puis du coup de faire un débrief derrière et que lui apprenne à me connaître pour du coup me donner les meilleurs outils. Il n'y avait pas de cadre très précis à respecter, autant sur le golf qu'en salle en discutant ou des petits échanges en tournoi si jamais j'avais une question ou voilà, quelque chose que j'arrivais pas à gérer. Mais en tout cas, l'idée, c'était de me préparer mentalement avant le tournoi, de te mettre un petit peu dans les meilleures prédispositions
Tu te mets un peu dans un état sophrologique où voilà, et puis tu t'imagines le tournoi que tu vas jouer et que ça se passe Oui, bien. c'est de la visualisation. Ouais, pas mal de choses comme ça. Donc tu avais ça, préparation avant tournoi. Tu as la gestion pendant les journées de tournoi où justement tu ressens quand même beaucoup d'émotions. Tu peux être des fois un peu trop euphorique, des fois énervé, des fois frustré. Donc réussir à rééquilibrer un petit peu, de te mettre sur ton émotion à toi qui te permet de mieux jouer. Parce qu'il y a des gens, les facteurs de motivation, il y en a qui ont besoin d'être un peu énervés pour. Enfin, voilà, chacun a ses petits trucs. Donc d'avoir des outils pour l'instant T, au niveau de ressentir, de comprendre ce que tu ressens et d'utiliser les bons outils pour te remettre sur la bonne voie. Et puis chaque soir de compétition, pareil, tu te remets dans un état un petit peu sophro, là où tu fermes les yeux, tu te revisualises la journée et tu essayes de refaire tout ce qui s'est pas bien passé, le refaire en positif, d'un coup que tu as loupé dans la journée qui t'a marqué ou tu as perdu beaucoup de points parce que tu as mis ta balle n'importe où. Comme tu joues le même parcours chaque jour, pour pas que le lendemain, au départ du trou, la dernière image que tu as en tête, c'est ton coup loupé de la veille auquel tu n'as pas envie de penser, bah, tu le revisualises la veille en l'ayant réussi, pour que la dernière image. Tu as plein de petites techniques comme ça. Donc ça, c'était le travail à mettre en place. Et ça se faisait de plein de manières différentes, plein d'échanges différents. Est-ce que tu intégrais, toi, la préparation physique générale, c'est-à-dire que tu faisais du renfo, du cardio, des choses un petit peu autour comme ça? Ouais, le général, c'était plus dans la période de tournoi, justement, quand c'était des séances un peu plus légères. Voilà, j'essaie de garder au moins 5 fois 1 heure dans la semaine pour me faire plutôt du général, rester en forme sur la saison. Et 5 fois 1 heure quand même, donc c'est ouais, une part importante de ta préparation. Ouais, j'ai eu ma période où j'ai le plus bossé, c'était en 2021. Et sur la période hivernale, c'était des grosses sessions en hiver où tu... Bon, ça va faire bizarre, je vais parler d'hypertrophie là. Mais voilà, tu essayes de prendre un petit peu un peu des séances plus lourdes où tu fais des grosses répètes avec des charges un peu plus élevées pour essayer de prendre un peu en masse. Et puis derrière, sur les séances de tournoi, c'est un petit peu plus de global et plus d'explosivité. Du coup, tu étais cadré par un préparateur physique spécial golf, spécialisé dans le golf? Oui, je suis connaissé dans le golf, oui. Ok. Il n'était pas qu'au golf, mais oui, il connaissait bien le golf et j'avais mes programmes à suivre et toutes mes choses à faire. Moi, j'en ai plusieurs aussi d'ailleurs, des préparateurs. On va passer maintenant à la mixité, parce que c'est une question qui m'intéresse. Oui. Tu en as parlé tout à l'heure. Quelle est la place des femmes dans le golf professionnel aujourd'hui? Oui, alors déjà pour faire une petite parenthèse là-dessus, en termes de licenciés, effectivement il y a 30%, un petit peu moins de 30% de femmes par rapport aux hommes, donc déjà un petit peu moins de femmes. Et sur le niveau du coup pro international, ça fonctionne de la même manière que pour les hommes, avec le côté américain, côté Europe, différents circuits. On a dit il y a le PGA Tour pour les hommes du côté États-Unis. Pour les femmes, ça s'appelle le LPGA, donc Ladies PGA Tour. Les tournois sont séparés, donc c'est vraiment les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. On n'est pas dans les mêmes catégories. Mais sinon, globalement, ouais, c'est le même fonctionnement. Quelle nation domine à l'échelle mondiale au niveau féminin? Enfin, quelle nation, ou en tout cas, quelle partie du monde domine? Ouais, du côté des femmes, c'est vraiment plus le côté asiatique. Il y a Chine, Japon, Corée. Est-ce qu'on les retrouve aussi en masculin, ces nations-là? Et un peu moins nombreux du côté, ils ont moins réussi à percer encore sur le côté masculin. C'est vraiment les États-Unis pour l'instant qui trustent le top 20 mondial. Bon, il y a pas mal de joueurs anglais aussi et d'autres nationalités, mais en priorité, ouais, c'est vraiment les États-Unis qui trustent les bonnes places. Ah, je vais peut-être te poser une colle, hein, mais j'ai vu que du coup l'Asie avait vraiment, à partir des années 90-2000, émergé complètement en fait au niveau professionnel. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu cette transition là-bas ou ça te parle pas? Tu me poses une colle. Je sais pas. Bah, il en fallait bien une. Hein. Non, mais c'est peut-être dans la volonté globale d'être un peu les meilleurs dans tout aussi. Parce que, je sais pas, ils ont un peu cette culture dans pas mal de domaines. Donc c'est dans le sport, dans les sports individuels en plus, surtout. Voilà, en plus. Donc c'est peut-être sûrement très lié à ça. Et c'est vrai que on voit souvent des vidéos de choses un petit peu improbables dans plein de domaines à des âges très jeunes.
Donc ça doit sûrement venir de là. Oui, ça leur permet en plus de glaner. Ah, d'ailleurs, est-ce que le golf a déjà été aux Jeux Olympiques? Oui, et il était aux derniers Jeux Olympiques. Je suis allé le voir d'ailleurs. D'accord. Pendant un temps, il n'y était plus, mais au début, il y était. Il y a eu une petite période de pause et puis il est revenu et j'y suis d'ailleurs allé aussi. C'était au Golf National, donc au dernier JO. C'était très sympa à regarder. Et aux Jeux Olympiques, c'est quoi est-ce que c'est un 18 trous classique? Est-ce que c'est un peu spécial? C'est format compétition comme un tournoi pro. C'est la même chose. Donc c'était sur 4 jours de compétition. Et puis les 3 premiers à la fin de ces 4 jours et donc obtenaient médaille or, argent, bronze. Et d'ailleurs on a un Français qui a terminé 4e, Victor Pérez, qu'on a suivi et c'était très sympa comme ambiance. Ça changeait un peu parce que on était vraiment dans une arène où tout le monde chantait la Marseillaise, que ce soit tout au bout du green du 18 parce qu'il y avait des écrans partout. Donc comme là pour le coup, tout le monde était un petit peu motivé pour Victor, c'était super sympa. Tu as un public au golf? Oui. Il se place où? Alors c'est assez ouvert, d'ailleurs c'est assez sympa, donc pour ceux qui aiment le golf ou même qui veulent découvrir, on peut se balader assez librement sur le parcours, dans des zones délimitées, on se balade pas au milieu des trous pour gêner les joueurs, mais vu que c'est des grands espaces, tu peux quand même très facilement te balader un petit peu sur tous les trous et suivre, donc c'est des parties de 3 joueurs à chaque fois, un peu comme je te disais avant sur un golf classique où tu as 3 ou 4 joueurs qui partent toutes les 10 minutes, bah, sur un tournoi c'est pareil, tu as 3 joueurs qui partent toutes les 10 minutes, pour faire simple, voilà, du trou numéro 1, des fois aussi du trou numéro 10 en parallèle, mais bref. Et donc tu peux aller suivre les parties que tu veux. Bon, bien sûr, quand c'est les têtes d'affiche, il y a un petit peu plus de monde et tu vois un peu moins bien, mais tu te balades sur le parcours avec les joueurs. D'accord. Ok. Et du coup, on peut aller assister à des compétitions un petit peu toute l'année Des vrais gros tournois. En France, il y a un tournoi qui est donc le plus gros, qui était au Golf National pendant longtemps, et là, ça a changé. Excuse-moi si tu l'as déjà dit, le golf national c'est? Le golf national c'est à Guyancourt, c'est le nom du golf, c'est en région parisienne et c'est le plus grand de France? Non, pas forcément le plus grand, mais c'était le club référence où il y a eu des plus gros événements. Okay. Donc il y a eu pendant très très longtemps l'Open de France, qui était donc un de tournois de première division européenne, et il y a eu la Ryder Cup aussi. Donc la Ryder Cup, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Ce nom me parle, oui. Voilà, donc principalement c'est des compétitions individuelles. Il y a un événement, un des plus connus, qui est tous les 2 ans. Donc la Ryder Cup, c'est les États-Unis, les meilleurs joueurs donc américains contre les meilleurs joueurs européens. Donc c'est un des événements les plus regardés au monde. Je ne saurais plus te dire combien de centaines de millions de téléspectateurs. Et il y a eu la Ryder Cup au Golf National. Ça, Du coup, il peut y avoir dans les concurrents européens un mec qui concourt au PGA Tour le reste de l'année. Oui, ouais. Sur les équipes donc, États-Unis-Europe, tu as des joueurs en Europe qui jouent à l'année sur le PGA Tour. C'est un petit monde, tout le monde se connaît. Oui. Bah, surtout dans le milieu des meilleurs joueurs du monde, parce que là on est vraiment sur les meilleurs des meilleurs joueurs du monde où ils se connaissent, ils se connaissent bien. Bon, bah, on a fait un petit peu le tour des sujets qu'on voulait aborder. Est-ce que toi, il y avait des choses que tu voulais profiter de l'occasion d'avoir la parole pour parler de ton sport et mettre en avant quelque chose, un message que tu aurais voulu faire passer? Non, bah, un peu pour résumer, ouais, dans l'idée de tout ce dont on a parlé, c'est pas hésiter à venir tester et découvrir, pas écouter juste les préjugés, ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir et entendre, donc venir découvrir le golf, c'est un super sport, les gens sont sympas, moi je me ferai un plaisir d'accueillir et de faire découvrir à n'importe qui le golf au golf de Cholet aussi, et que j'espère aussi que donc cette interview avec toi leur a permis d'apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément pour découvrir cette discipline. Est-ce qu'il y a un site internet, une adresse email, un téléphone ou quelque chose pour te contacter si jamais quelqu'un... Oui, si jamais, j'ai mon site internet Louis Capon Golf. Très simplement, vous allez tomber sur mon site et si jamais ça vous a donné envie de venir prendre un cours, vous pouvez réserver aussi. J'ai un planning en ligne dessus ou sinon sur Instagram, j'aime bien poster des petites choses. C'est Louis Cap 44 pour venir voir quelques posts sur le golf.
Et dernière chose, si tu devais retenir une seule leçon de ton parcours, laquelle serait-elle? Alors c'est un peu ma philosophie de vie à moi, mais je dirais la force tranquille. C'est-à-dire de s'investir dans quelque chose, mais sans en faire des tonnes pour réussir à tenir dans la durée et puis ne pas lâcher après, que ce soit dans le sport, dans le golf ou dans la vie en général. D'essayer de réussir à garder cette philosophie de vie, même si des fois il y a des hauts et des bas, mais de rester là-dessus pour avancer et évoluer. C'est quelque chose d'important. En tout cas, merci beaucoup Louis d'avoir répondu favorablement à cette invitation. J'étais ravi de faire ce premier épisode avec toi. J'espère que ça va motiver des gens à venir tester le golf, que ce soit au golf de Cholet ou plus proche, puisqu'a priori il y en a également dans le coin. Mais on fait la promo de Cholet, donc c'est le message de fin. Bonjour à tous les Choletais qui nous regardent. Et prochains épisodes, j'irai à la rencontre d'autres sportifs et sportives qui vont nous parler de leur discipline. Je vais essayer d'aller vers des disciplines que je connais un petit peu moins, comme là le golf, pour aller tout simplement découvrir de nouvelles choses et peut-être voir des passerelles qui peuvent se faire d'un sport à l'autre. Merci beaucoup Louis, bonne fin de journée à tous et je vous remercie de regarder ce podcast. Merci à toi.